qu'on peut être fidèle toute sa vie avec la même personne? On peut choisir de rester fidèle avec une personne, mais on va ressentir des émotions pour quelqu'un d'autre et on va ressentir l'attirance sexuelle pour quelqu'un d'autre. Si tu veux avoir une vie sexuelle épanouie, il faut se donner des rendez-vous pour faire l'amour. Je sais pas, vous prenez la date. Mais non, c'est une fausse croyance. Et c'est à cause de cette croyance que tout le monde se plante en amour et dans la vie sexuelle. Le nombre de femmes qui disent oui à un homme alors qu'elles ont un amant, l'homme qui vient le demander en mariage alors qu'elles ont quelqu'un d'autre, c'est quand même assez impressionnant. Je brise un gros... Pendant le mariage? Je devrais pas. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invitée s'appelle Thérèse Argot. Elle est sexologue, thérapeute de couple. On va aborder le sujet justement sur la séduction entre les hommes et les femmes, le désir, pourquoi on a plus envie, moins envie par moment. On va aborder tous les sujets importants. Est-ce qu'on est avec la bonne personne? Comment le savoir? On va lui poser beaucoup de questions à Thérèse. Et notre partenaire sur cette émission, c'est Goodvest, qui est une plateforme d'investissement dans des projets responsables. On a reçu d'ailleurs dans l'émission il y a quelques temps Aurore Jacques. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez le voir après l'émission de Thérèse Argot, la sexologue. Vous verrez, on a parlé d'argent dans le couple. Elle a failli annuler son mariage à cause d'une engueulade autour de l'argent. C'est d'ailleurs un sujet important d'engueulade en couple, l'argent. On a aussi abordé l'investissement. Est-ce que entre les hommes et les femmes, c'est à peu près équivalent? On a vu qu'il y avait 2% de plus d'investissement réussi pour les femmes. C'est-à-dire que les femmes investissent mieux, de manière plus prudente. On a abordé tous ces sujets-là. Elle a d'abord travaillé dans le luxe, puis elle est partie dans ce domaine-là pour se sentir utile en proposant des investissements responsables. Donc ça s'appelle Goodvest. Vous pouvez aller voir sur goodvest.fr. Et avec le code Légende, vous avez toujours 3 mois de frais offerts dans la limite de 500 €. Vous pouvez aller voir donc sur goodvest.fr avec le code Légende, L-E-G-E-N-D. Et c'est parti avec Thérèse Argot, qui est sexologue et thérapeute de couple sur Légende. On y va. Bonjour, je suis Thérèse et avec Guillaume, on va parler d'amour, de sexualité, on va parler aussi d'infidélité, de plaisir, de désir, bref, de tous les sujets les plus importants dans la vie, puisque je suis thérapeute de couple, je suis sexologue, mais aussi je suis diplômée en philosophie, donc on va quand même réfléchir sur toutes ces grandes questions de la vie et de l'amour. Et ben voilà, bienvenue. Ça y est, c'est clapé. Ça va? Bienvenue Thérèse. Je suis contente d'être là. Tu es belge? Complètement belge. Je n'ai rien de français. Belge. Si, j'ai des enfants français, parce que leur père est français. Toi, Ouais. tu as 3 enfants aujourd'hui. J'ai 3 enfants, et alors j'ai des enfants qui sont grands, parce que je les ai eus super tôt. Mon premier, j'avais 20 ans. Donc j'en ai un qui a 19 ans, une autre qui a 17 ans, et un autre garçon qui a 13 ans. Donc 3 ados que j'adore. Tu les as eus et tu en jeune. veux d'autres? Tu veux retourner un jour? Alors, il paraît que c'est à leur tour d'avoir des enfants, donc il faut que je fasse le deuil de la maternité. T'as envie d'être grand-mère? Mais j'adorais être grand-mère. Non, mais C'est moi, vrai? mais c'est ma passion. Je vais être une super grand-mère, tricoter, faire des trucs. Non, je me vois trop être grand-mère. Tu as 40 ans tout pile? J'ai là 40 ans tout pile. Je pense déjà être grand-mère. C'est totalement absurde. Je pense que toi, tu commences à avoir des bébés au moment où je pense être grand-mère. Déjà, j'ai un prénom de grand-mère. Je m'appelle Thérèse. Donc je suis destinée à être une grand-mère. Mais c'est vrai, en fait, par contre, c'est particulier parce que j'ai eu mes 2 premiers enfants en étant étudiante. Si vous nous regardez, si vous nous écoutez un podcast audio, Thérèse ne ressemble pas à une grand-mère. Tu n'es pas la grand-mère de base. Voilà. Merci de le dire. Quand on te voit, on ne se dit pas c'est une mamie. Ouais, non, On embrasse toutes les mamies, en tout cas. Ouais, on les aime beaucoup. Mais c'est pas, tu n'es pas l'archétype de la mamie. Non, pas encore, j'espère. Mais en tout cas, ça va le devenir. Je vais adorer. Et c'est vrai que donc, je te disais que j'ai eu 2 enfants étudiantes. Donc j'ai eu mon premier, je l'ai amené à la fac en philosophie à la Sorbonne. Je l'allaitais en cours. Il a fait un semestre de philosophie, cet enfant. Et puis après, j'ai eu ma deuxième. Elle a écouté de la sexologie. Voilà. Donc mes enfants, je les ai emmenés à la fac avec moi. Tu es sexologue, Je suis sexologue. et thérapeute de couple et diplômée en philosophie. Ouais. En réalité, c'est que je suis d'abord diplômée en philosophie. En philo, j'ai toujours réfléchi sur les questions de l'amour, la sexualité, du couple. C'est un sujet qui te... Mais ça t'aimes m'a bien toujours passionnée. parler de ça, tu me disais avant. Et après, du coup, je me suis spécialisée donc en sciences de la famille et de la sexualité, qui me donne vraiment une expertise sur ces sujets-là. Et puis, je me suis aussi formée pour être thérapeute de couple. Ça, c'est un vrai métier. C'est vraiment le médecin du cœur, quoi. Donc, tu as un problème de cœur, moi, je vais t'aider à faire en sorte que tu t'aimes plus. Ouais, j'ai un cabinet et je reçois plutôt, alors, pour être honnête, plutôt des jeunes, c'est-à-dire entre 18 et 45 ans. On est encore jeune, peut-être après 45 ans, mais je reçois moins puisque j'ai commencé toute jeune, donc j'ai forcément des gens de cette tranche d'âge-là. Et c'est des conseils pour quoi? Pour quand tu es en couple, pour être sûr d'être avec la bonne personne? Ah bah oui, ça c'est une grande question. Est-ce que je suis avec la bonne personne? On va en parler après. Ouais, exactement. La grande question. Est-ce que je suis avec la bonne personne? Ça vient souvent. Évidemment, toutes les problématiques d'infidélité, puis les problèmes aussi liés à la sexualité. Voilà, tous les problèmes sexuels, c'était aussi mon métier de les accompagner, les traiter. Est-ce que tu as beaucoup de couples fidèles? Je vais prendre le problème à l'inverse.
Est-ce que j'ai beaucoup de couples fidèles? Est-ce que tu as vu plus de couples infidèles ou plus de couples fidèles dans ta vie? Sois honnête. Les couples infidèles, c'est ce que je vois quotidiennement et plusieurs fois par jour. Donc non, bien sûr que je vois énormément d'infidélité. Le problème, c'est qu'on pourrait dire déformation professionnelle, Thérèse. Forcément, ils viennent chez toi quand il y a un problème. Sauf que dans ma vie privée, je vois aussi beaucoup de gens qui sont infidèles. Ah, bien sûr. Alors tu sais, quand tu fais ce métier, tu vas n'importe où, à une soirée, à un dîner, à un mariage, à ce que tu veux. Les gens, ils se confient tout de suite à toi et donc tu sais toute la vie des gens. Tu crois à la fidélité dans le couple? Je crois que c'est possible. Ouais, je crois que c'est possible. Et puis d'ailleurs, moi, je l'ai vécu à des périodes de ma vie et puis je pense qu'il y a des personnes Non, mais qui tu l'as le vivent vécu aussi. à des périodes de ta vie. Ah oui, est-ce que C'est pour pas toute même- la vie... C'est pas tout à fait ma ouais, question. c'est- Je vais la repréciser. Est-ce que tu crois à la fidélité toute la vie? Je crois qu'il y a des personnes qui sont capables de ça, oui. Et je l'ai vu de mes propres yeux. Mais par contre, tout le monde n'est pas capable, à mon avis, et on n'est pas tous programmés pour ça. D'abord, moi, je pense que la fidélité, c'est pas naturel. On n'est pas fait pour rester avec la même personne toute notre vie. Donc, ça demande à un moment de poser un choix, de faire en sorte que ta vie, tu ne sois pas trop tenté, quoi. Donc, ça demande un peu de volonté et d'engagement. On n'est pas fait pour être fidèle. C'est vrai, on n'est pas du tout programmé pour rester avec une seule personne pour toute notre vie. Il faut arrêter avec cette idée-là. C'est pour ça que c'est une construction de se dire on va rester ensemble pour toute notre vie. Mais tu connais cette expression, l'amour dure 3 ans. C'est pas l'amour qui dure 3 ans, c'est le sentiment amoureux qui dure maximum 3 ans. Mais ça veut dire qu'au-delà de 3 ans, il va falloir faire des efforts pour vouloir être encore connecté à l'autre et rester fidèle. Si tu fais rien, ça va être compliqué. Attends, après j'ai une autre théorie là-dessus sur la fidélité, mais je voulais en parler. Parce que il y a des gens qui sont fidèles, qui vont dire « Ah mais moi, j'ai toujours été fidèle à mon mari ou ma femme. » Ok, mais moi je pense que tu peux dire que tu étais fidèle à une seule condition. Le jour où tu es tombée amoureuse d'un autre homme, où tu as eu du désir sexuel pour un autre homme, et que lui aussi pour toi, et que tu t'es dit « On se désire, mais on va décider de ne rien vivre ensemble », là tu peux dire que tu es fidèle. Mais les gens qui sont fidèles par manque d'opportunité, par manque d'occasion, je le dis tout le temps. ils sont pas des vrais fidèles. Ouais. C'est-à-dire, c'est facile. Si personne est attiré par toi, si personne est amoureux de toi, c'est facile d'être fidèle. Je l'ai dit encore à une femme tout à l'heure en consultation. Parce qu'elle me dit « Ah, je suis avec mon mari depuis toujours. Moi, je suis fidèle. Oui, mais elle me dit qu'elle n'est pas bien dans son corps, qu'elle a plein de kilos en trop, que si t'as jamais personne qui est tenté par toi, c'est plus facile. » Qu'est-ce qu'on apprend en études, justement, pendant les études et le diplôme pour être sexologue? Alors, moi, j'ai vraiment fait des études pluridisciplinaires. Ça veut dire qu'on apprend plusieurs matières. Donc, il y a à la fois, on va dire, un tiers de mes cours, c'était toute la compréhension du corps. Comment fonctionne le corps, la mécanique de la sexualité, tout ça. Donc ça, c'est le côté, on va dire, plus médical, physiologique. Et un autre tiers, c'est tout l'aspect psychologique. Il faut savoir que la sexualité, c'est hyper psychologique. La sexualité des hommes est hyper psychologique, par exemple. Donc, les femmes aussi, non? Mais les femmes aussi, mais ça, tout le monde le sait dans l'inconscient collectif. Mais les hommes, c'est hyper psycho, les hommes. C'est qu'ils ont la moindre émotion un peu désagréable, plus rien ne fonctionne. Et l'autre tiers, c'est les sciences humaines, donc comme l'histoire de la famille, la sexualité, la sociologie, la philosogie. Et donc, ça donne une approche un peu globale de ces sujets. C'est pour ça que je trouve ça intéressant. Non, mais on va aborder tous ces sujets-là, c'est hyper intéressant. Juste pour comprendre ton parcours en 2 questions, mais tu es parti aux États-Unis, pratiquer aux États-Unis, parce que tu as suivi ton ex-mari, si je ne me bêtise, à New York. Exactement. Tu as fait le même métier là-bas? Et j'ai fait le même métier. Alors, je suis arrivée à New York, je suis toute jeune, je dois avoir 24, 25 ans par là. Là, j'ai 2 enfants à ce moment-là. J'en fais un 3e, donc du coup, j'ai un petit Américain en plus. Et là, j'ouvre un cabinet en conseil en vie affective, relationnelle et sexuelle pour la communauté francophone de New York. Donc, je reçois des expats ou des gens qui habitent là-bas et je les accompagne dans leurs difficultés. Et c'est là que je commence vraiment à pratiquer. Et puis aussi, j'écris pour un magazine new-yorkais, des petites chroniques sur, je ne sais pas comment ça s'appelle, Love in New York. Et puis j'aime bien aussi écrire sur ces sujets pour partager ce que j'entends et ce que je comprends au plus grand nombre. Alors, toi qui as fait sexologue aux États-Unis et en France, quelle est la différence de sexualité entre les deux? Non, mais tu sais qu'il y a vraiment une différence. Non, oui, c'est pas pareil. D'ailleurs, je me souviens, j'avais fait un article en disant, en fait, tu sais, chaque pays a un peu sa réputation. Mais même, on peut dire, on a une réputation, je sais pas, la brésilienne a une réputation, la française a une réputation, l'américaine a une réputation, d'ailleurs, toutes plus sulfureuses les unes que les autres. La belge, par exemple, moi qui suis belge, on n'a pas de réputation en matière d'amour et sexualité, c'est juste nul. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'américaine, elle va avoir un truc, en tout cas, là, je fais des grandes généralités, évidemment. Non, mais c'est ça, c'est ce qu'on te demande. Là. Voilà, c'est une grande généralité, mais souvent, c'est un peu quand même très mécanique, quoi, très poreux. J'ai compris comment est-ce qu'il fallait faire et donc je vais le faire. Il n'y a pas beaucoup le côté spontanéité, tu vois, légèreté. Et donc, je crois que c'est pas très rigolo, la sexualité avec des Américaines et la vie amoureuse des Américaines. Oh, je dis ça, je devrais pas le dire. Mais tu vois ce que je veux dire?
c'est un peu, tu vois, tout est un peu figé, un peu déjà écrit, tu vois, un peu scénarisé. Alors que... Moins spontané. Moins spontané. Moi, je dirais ça, vraiment, c'était ce qui m'avait le plus marqué quand j'étais là-bas. Tu vois, tout est très Pourtant, spontané. le porno, il vient de chez eux, tu te dis, tiens... Mais attends, c'est les plus grands consommateurs de pornographie. Oui, c'est plus grand. Ouais. Alors, je dis ça, c'était les premiers plus gros consommateurs de pornographie. Depuis 2024, c'est les Français les plus gros consommateurs de porno. Ah bon? Ouais, premiers mondiaux. Les plus gros consommateurs de pornographie sont les Français l'année dernière. Mais peut-être que ces chiffres sont aussi un peu augmentés parce qu'il y a eu les JO et que le monde entier est venu en France. Ah, c'est possible. Et qu'il faut croire que les sportifs ou les amis des sportifs consomment pas mal de pornographie. Mais de toute façon, ils sont sur le podium. T'es revenu à 30 ans et demi, je crois. Après, t'as passé un peu de temps là-bas et t'es revenu après en France. Ouais. Qu'est-ce qui t'a marqué justement quand t'es rentré en France dans ton métier? T'as commencé à revoir des Français. Qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'es dit, ah oui, tiens, j'avais oublié ça. Alors, moi, il y a une chose qui m'a quand même marqué, c'est que pendant que j'étais aux États-Unis, à Paris, enfin en France, il y a eu ce fameux débat mariage pour tous qui a créé une espèce de tension autour de la sexualité très forte. Et moi, j'ai rien vécu de tout ça. Donc, j'étais pas là en France à ce moment. Et je suis arrivée après la bataille. Et quand je suis arrivée, je trouvais que le climat était tendu sur ces sujets. Et alors, quand je suis arrivée en France, ce que j'ai fait, c'était beaucoup d'éducation affective et sexuelle. Donc, je vais dans les écoles, j'ai parlé d'amour, de sexualité. Et j'ai remarqué que les débats qui avaient animé la France, habitaient le cerveau des jeunes, des adolescents. C'est-à-dire qu'une des questions qu'on me posait le plus, c'est « Mais madame, comment est-ce qu'on sait si on est homosexuel ou si on ne l'est pas ?» Et cette question, elle était très présente auprès des jeunes. Et je me suis rendu compte que, eux, vu qu'on parlait du mariage pour tous, ils se posaient la question, mais peut-être que moi aussi, je suis homosexuelle ou je suis bisexuelle. Et ça m'a beaucoup interpellée. C'est quoi la réponse que tu leur donnais? Alors moi, si on te l'a posée, c'est qu'il y a plein de gens qui se la posent. Moi, la réponse que je donne, c'est que être ou pas être homosexuel, c'est la question qu'il ne faut pas se poser. C'est-à-dire que la sexualité, il ne faut pas la poser avec le verbe être. Toi, t'es toi, moi, je suis moi, Thérèse. Et il se fait qu'en ce moment, j'ai une relation amoureuse avec un homme. Mais je ne suis pas hétérosexuelle, comme si tous mes désirs étaient dirigés vers tous les hommes. J'aime cet homme-là, j'aime cette femme-là. En fait, finalement, on aime une personne. Et donc, ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'on essaye un peu de nous forcer à se mettre dans des cases, dans des catégories. On te force à choisir. Tu dis, t'es libre, hein. Tu fais ce que tu veux de ta vie. Mais il faut que tu choisisses. T'es quoi? T'es hétéro, t'es bi, t'es transsexuel, t'es machin. Et on met les gens dans des cases. Et moi, je pense qu'il faut refuser de se mettre dans des cases. Dire, voilà, je suis moi. Et il se fait qu'en ce moment, je suis amoureuse d'une autre femme, je suis amoureux d'un homme, je vis telle chose. Essayez d'utiliser le verbe avoir quand vous parlez de sexualité. Vous allez voir, vous avez beaucoup plus de liberté parce que c'est des choses qui bougent, qui évoluent. On n'est peut-être pas amoureux de la même personne qu'il y a 5 ans, ou même il y a 5 mois, ou même il y a 5 jours. Ça change, quoi, tout ça. Donc le problème, c'est ça, c'est le côté figé. T'as été amoureux d'hommes très différents, toi? Différents dans leur personnalité? Oui. En fonction de ton âge? Oui, très. Et parfois, tu dis, mais grosse erreur de casting. Non, pas erreur de casting, c'est qu'à ce moment-là, c'était peut-être la bonne personne qu'il me fallait. Et j'ai découvert des choses sur moi qui étaient importantes. Ouais. On va parler justement du célibat. En 2024, je vais vous donner les chiffres à l'époque, 7,2 millions de Français, donc 7 200 000, étaient sur les applications de rencontres, justement en ligne. Deuxième pays d'Europe à les utiliser, le plus derrière l'Allemagne, qui a 7,5 millions d'utilisateurs. C'est quoi ton avis sur les applications de rencontres? Alors, les applications de rencontres, elles ont ceci de particulier, c'est qu'en général, elles vont faciliter quoi? La rencontre sexuelle. Le plan cul, quoi. Le plan cul, comme on dit, d'accord, vulgairement. Mais l'application de rencontre n'a pas pour objectif que tu rencontres le grand amour. Alors, bien sûr, tu as toujours un pote qui connaît un copain qui a rencontré sa femme ou son mari grâce à une application de rencontre. Mais on a besoin de ces histoires parce que ça nous fait rêver. Tu dis, peut-être que ça va m'arriver aussi. Il y a des gens, bien sûr, des gens dans l'équipe qui se sont rencontrés sur les applications. Ça arrive, mais ce n'est pas du tout l'objectif au départ de l'application. Elle n'est pas créée pour que tu rencontres le grand amour. Ça, c'était les sites de rencontres, les premiers sites de rencontres, c'est genre Mythique ou quoi. Tout peut te faire rencontrer l'amour, en vrai. Oui, le bureau. Mais quand même, la façon dont est organisée l'application, elle est faite quand même sur un principe addictif. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas retourner plusieurs fois pour aller voir ces personnes qui ne demandent qu'à te connaître. Et donc, tu arrives et au début, ça te pousse dans ton ego parce que tu te dis, mince, je peux rencontrer plein de gens super. Et je ne sais pas si vous connaissez comment ça fonctionne là tous, mais l'histoire de l'algorithme qui fait que on va tous, quand tu arrives sur l'application, tu vas avoir une cote. Tu connais cette cote de désirabilité? Tu connais cette histoire ou pas? Alors, on m'en a parlé, mais vas-y, explique-le. C'est super important. Tu arrives sur l'appli. Au début, tu es là, waouh, il y a plein de femmes superbes, il y a plein de mecs incroyables. Moi, une fois, j'ai été pour une émission, puis tu vois des mecs, me dis, mais ils n'existent pas, ces mecs, dans la vraie vie, pourquoi je les vois jamais? Et là, le gars m'explique, mais si,
t'as les plus beaux de tout Paris là devant toi. On te met d'abord des hommes magnifiques. Toi, tu dis, je pourrais peut-être aller choper ces hommes-là. Ça te booste, mais dans ton, tu vois, narcissiquement, c'est génial. Ouais. Tu vois, en plus, en général, quand tu vas, t'es un peu down. Quand tu vas. Tu dis, ah putain, mais en fait, ça existe. Ah ouais. Tu dis, ouais, mais c'est quand même taper. rarement les gens que tu croises dans la vraie vie. Exactement. Et après, pour parfois connaître des potes qui ils me montrent leur profil Tinder, c'est pas les mêmes non plus. Exactement. C'est la photo, il est à la plage l'été, bien musclé, exactement. biceps saillants, alors que c'est pas toujours le cas. Donc tu rencontres. Après, tu vas avoir ce système de like et tout qui va vraiment te booster. Tu vas faire cette rencontre et puis si elle n'aboutit pas, ce qui est quand même souvent le cas, tu vas de nouveau être triste et tu vas avoir ton estime de toi qui va être complètement en chute libre. Pour te rebooster, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas retourner sur l'appli pour te dire « Ah, mais je pourrais rencontrer d'autres personnes. » Et en fait, comme ça, tu fonctionnes dans un principe d'addiction. Mais attends, ce qui est hyper important, c'est de savoir que quand tu vas sur l'appli, des applis comme Tinder, je peux citer des noms comme Tinder, tu as ce qu'on appelle une cote de désirabilité. C'est-à-dire qu'ils font une photo de toi, là, tu vois, il te voit, toi, Guillaume, il dit « Attends, on va lui donner combien, là? En fonction de comment tu es habillé, ton style, etc. » Tu vas avoir une photo. Et tu vas avoir, une note sur 10. En fonction de ta photo, tu vas avoir une note, tu vois. Et en fonction de ta note, tu es classé. Donc forcément... Les 8 avec les 8, les 9 avec les 9, les 10. Non. C'est beaucoup mieux foutu que ça. Toi, imaginons que tu es une 6 sur 10, ok? Mais sur l'appli, tu vas avoir des gens qui sont des 8 sur 10 ou des 9 sur 10. Pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Parce que ça va te donner, tu vois, ça va te booster. Tu vas dire, oh génial, je pourrais avoir accès. Sauf que le mec qui a un 8 sur 10, il voit pas les 6 sur 10. Donc toi, tu le vois, mais lui, il te voit pas. Et c'est comme ça que ça fonctionne aussi, qui fait que tu restes toujours en train de regarder et espérer que tu pourras avoir quelqu'un de bien. Mais c'est vraiment intéressant de comprendre le fonctionnement parce que... Et ça te fait voir des gens qui, de toute façon, te verront jamais. Lui, il te voit jamais. Comme ça, tu rêves un peu. Exactement, tu as besoin de rêver. Et alors, moi, ce que je vois aussi quand même pas mal dans mon cabinet, là, vraiment aussi plus sérieusement, encore, parce que déjà, ce truc-là est assez surprenant, c'est que tu peux te mettre en couple et tu commences une histoire avec quelqu'un. Alors, au début, c'est merveilleux. En général, tu as une petite période de lune de miel. Quand tu commences à voir les défauts de l'autre, tu sais, quand il commence un peu à t'emmerder sur certains points, tu dis, peut-être que je pourrais avoir mieux. Et là, tu retournes sur l'appli. Et tu regardes si tu pourrais peut-être pas avoir une meilleure meuf ou un meilleur mec. Et en fait, c'est ça le truc. Donc, c'est très compliqué d'arrêter les applications. D'ailleurs, c'est souvent un sujet de conflit dans un couple. Ça a quel impact, d'ailleurs, les applis dans la société actuelle? Ça a un impact que la plupart des gens se rendent compte par là. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller rencontrer la personne et aller parler, je sais pas, tu prends l'avion, tu prends le bus, tu parles aux gens qui sont en face de toi, tu vas sur l'appli. Et il y a un truc un peu plus comme sécurisant. Moi, je travaille beaucoup, je te dis, avec des jeunes et aussi avec des étudiants. Ils me disent, mais c'est tellement plus facile avec une appli, comme ça, t'es sûr de l'intention de l'autre. On va pas se mentir, il y a Mytho qui est passé par là. Il y a beaucoup de jeunes qui sont pas très à l'aise avec la question de la séduction et de la drague en ne voulant pas manquer de respect. D'abord, ça part d'une très belle intention. Mais donc, pour éviter d'avoir on n'ose plus draguer, en fait. On n'ose plus draguer, c'est ça le truc. On n'ose plus draguer. Qu'est-ce que t'en penses, moi, je trouve ça super dommage. Ah ouais. Attends, c'est super dommage qu'on n'ose plus draguer. Moi, je trouve que c'est hyper dommage. La rencontre authentique, tu rencontres la personne, tu la regardes dans les yeux, tu vois ce qui se passe et tout. C'est extraordinaire. Et alors, le problème, c'est qu'avec l'appli, et cette manière un peu virtuelle, on va dire, de rencontrer les gens, c'est que ça va laisser beaucoup de place à l'imaginaire. Et l'imaginaire, c'est un problème en amour. Quand tu vas trop imaginer, trop fantasmer la personne, tu vas la voir en vrai. Tu as un gap, une déception entre l'image que tu t'es faite de lui ou d'elle et la réalité. Et cette déception fait que tu peux après abandonner l'affaire. Ce qui est important dans une relation d'amour qui va durer, c'est que tu aimes qui est l'autre en face de toi. C'est une rencontre authentique qui va te permettre d'avoir un amour authentique et pas un amour imaginaire. Pareil du sujet important dans la sexologie, l'amour et le sexe. Ouais. Pour 71% des Français, le sexe est important pour être heureux en amour. C'est IFOP 2024, pareil. Ça t'étonne, 71% des Français? Ce qui m'étonne, c'est qu'il y a quand même presque 30% qui disent que non. C'est pas grave, le sexe. Ils disent que c'est pas grave, ouais. Et ils sont de plus en plus nombreux. Tu vois des couples parfois qui n'ont pas de relation sexuelle et ça leur convient? Ah, mais plein. Alors, est-ce que ça leur convient? Tu pousses un peu les choses. Je ne sais pas si ça convient sur du temps long. Parce que alors après, il y a plein de... Comment dire, c'est... Ils vont chercher ailleurs, quoi. Ils vont chercher ailleurs. Tu vois, ils vont dire, ah, nous, on peut très bien se passer de sexe, c'est pas de problème. Et puis, tu as le mec qui regarde du porno 3 fois par jour. Si ça va. Ça va, mais au moins, soyons clairs, quoi. Voilà. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie par rapport à ce sujet. Est-ce qu'il faut des sentiments pour faire l'amour? Non, je crois pas. Pour faire l'amour, oui, parce que du coup, il y a une connexion émotionnelle dans l'amour, mais pour avoir un rapport sexuel et qui soit agréable, qui soit bon, pas spécialement. Non, de toute façon, les sentiments, on pas a spécialement. toujours. Et quand tu dis sentiments, tu veux dire des sentiments amoureux, d'attachement.
Il y a une théorie qui dit que souvent les hommes passent d'abord par le sexe et après il y a des sentiments. Et que les femmes, elles ont besoin d'avoir un engagement, une connexion émotionnelle avant d'aller à une connexion sexuelle. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je trouve que c'est très caricaturé, très stéréotypé. Mais statistiquement parlant, c'est vrai. Beaucoup de femmes ont besoin d'avoir une connexion émotionnelle avant d'avoir une connexion sexuelle. Mais je pense qu'on peut très bien ne pas... Est-ce qu'on peut être amoureux de quelqu'un, s'aimer en couple, être heureux en couple, mais ne pas du tout être attiré sexuellement par l'autre? Oui, c'est possible. Et c'est le drame de beaucoup. On s'aime, on est bien ensemble, mais on ne se désire pas sexuellement. Mais bien sûr. Et est-ce qu'il y a un truc à faire? Mais oui, parce qu'en fait, il faut comprendre une chose. Je voudrais vraiment que tout le monde comprenne. Quand tu es en couple, le couple, il vient apporter une forme de sécurité, de stabilité. Et on a besoin parfois de sécurité, de stabilité. Mais ça vient annuler la logique du désir sexuel. Couple et sexualité ne vont pas ensemble. Il faut le comprendre une bonne fois pour toutes. Bon, parce que tu vois l'autre se brosser les dents, t'es machin, t'es dans un quotidien pas sexy, quoi. T'es dans un quotidien pas sexy, il est toujours là. Le désir, il naît dans le manque, dans l'absence, dans l'interdit. C'est parce que je ressens le manque que j'ai le désir. Le désir, il naît aussi dans la transgression. C'est parce que c'est interdit qu'on a aussi du désir. Le désir, il faut aussi avoir un peu de distance, de voir l'autre en dehors de son rôle de mari et de père pour le désirer. Il faut le voir comme en tant qu'homme ou en tant que femme, tu vois, indépendamment de ces rôles-là. Quand tu es en couple, tu as cette vie domestique qui fait que ça vient annuler, ça vient casser toute la logique du désir. Donc c'est assez désespérant cette affaire. On peut dire que les deux sont incompatibles. Pourquoi est-ce que je veux le partager? C'est que une fois qu'on sait que les deux vont pas ensemble, que quand tu vas te mettre en couple, quand tu vas habiter avec l'autre, pire, quand tu deviens parent, c'est fini, ta vie sexuelle, elle est terminée. Elle est terminée si tu ne fais rien. Avoir des enfants, ça abîme la vie sexuelle de tous les couples. Le papa et la maman. Mais papa et maman, on ne désire pas un papa ou une maman. Après, tu vois ta femme comme une mère. Exactement. Si tu vois ta femme comme une mère, c'est terminé pour toi. Si tu vois ton mari, ton homme comme le père, tu n'as pas de désir en tant que tel. Ce qui est important de comprendre, c'est que au départ, ça va atteindre ton désir sexuel. Donc on pourrait se dire, ça ne marche pas, il faut arrêter. Ou alors, et c'est là qu'il y a une solution, c'est qu'une fois qu'on comprend ça, on sait que pour entretenir la flamme, pour que le désir continue à exister alors qu'on habite ensemble... Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Il va falloir mettre des choses en place. Il va falloir se voir à l'extérieur de la maison. Donc on se fait des restos à l'extérieur. C'est la question la plus posée. J'ai tapé sur Internet, question à poser à un sexologue, pour regarder un peu le type de questions, de sujets qu'on pourrait aborder dans l'émission. Première question, c'est comment faire revenir le désir dans un couple? Oui, c'est possible de faire revenir le désir dans un couple. Ça veut dire si ça a déjà existé, s'il y avait du désir, on peut faire ressusciter quelque chose qui a déjà existé. On peut souffler sur les braises pour que le feu reprenne, c'est possible. Non mais ça, c'est une belle phrase à l'antenne. Ce qui n'est pas possible, je vais te le dire, c'est si tu me dis que depuis le début, t'as pas vraiment de désir sexuel pour ta femme, depuis le début, c'est compliqué. Le feu n'a jamais vraiment pris. Et là, les gens qui changent physiquement. Là, franchement, c'est compliqué. Tu vois, tu me parlais avant, tu dis, tiens, moi j'ai des copains, c'est le cas, je ne citerai pas, mais j'ai des copains, tiens, leur femme ou des copines, leur mec a changé un peu physiquement, il leur plaît ou elle leur plaît un peu moins. Comment tu continues d'avoir une attirance sexuelle et d'avoir envie et d'avoir un rythme? Ce qui est important, c'est de se voir, je dis, en dehors de ces rôles de c'est mon copain, c'est ma copine, c'est ma femme, c'est mon homme. C'est-à-dire de se voir comme... En fait, comme là, on se rencontre tous les deux, on se rencontre dans un contexte qui n'est pas celui d'un contexte de couple. Et là, tu peux, du coup, raviver le désir. C'est ça, en fait, que les couples, en général, vont laisser tomber. Et putain, mais là encore, en consultation, tu vois, hier, il y a une femme qui dit « Je n'ai plus de désir pour mon mari ». Donc, un grand classique. Elle est jeune, hein, tu vois, elle a 34 ans, ça fait genre 4 ans qu'elle est avec son mec, et ils ont un bébé qui a 3 ans. Okay. Et je lui dis « Mais c'était quand la dernière fois que vous avez passé du temps juste tous les deux ?» Elle me regarde. Elle réfléchit, elle dit depuis que la petite est arrivée, plus jamais. Alors, cherche pas ailleurs. Hein. Si t'as plus passé de temps avec ton mari, avec ton compagnon, à faire un petit resto, un week-end, des vacances un petit resto, et tout. Est-ce que ça va arriver la flamme sexuelle? Ça veut dire que tu vas passer du temps pour te reconnecter avec l'autre, pour te reséduire, pour passer. C'est ça la clé. Donc c'est faisable. C'est faisable à une condition, c'est que tu prennes soin de ta relation. Je t'illustre ça autrement. Le feu, la sexualité, c'est comme un feu. Ok, le feu, il peut partir comme ça en un coup. Parfois, il faut un peu souffler sur les braises pour que le feu parte. Ok, bon. Une fois que le feu est parti, on sait tous ces personnes qui savent faire un feu, que si tu veux que le feu continue à avoir des belles flammes, qu'il soit, tu vois, qu'il apporte une bonne chaleur, il faut mettre des bûches dans le feu, il faut nourrir ce feu, et il faut le surveiller. Si tu mets pas de bûches dans le feu, il s'éteint. Et le problème de la totalité des couples quasi, c'est qu'ils mettent pas de bûches dans le feu.
ils arrêtent de nourrir leur relation. Ils sont là-bas, c'est bon, on est ensemble, on fait plus rien. On fait plus d'efforts, on passe plus de temps ensemble, on va plus faire des petits week-ends, on va plus faire des petites sorties, on fait plus attention à s'apprêter. Et ben voilà, ça s'éteint. Alors, est-ce que les cordonniers sont les plus mal chaussés? Parce que c'est intéressant à savoir. Est-ce que tu as réussi, toi, à raviver la flamme avec un de tes ex-maris? Alors moi, je n'ai jamais eu de ma vie de problème sexuel. C'est-à-dire de désir sexuel et tout. Pourtant, je suis restée longtemps dans mes couples, parce que bon, j'ai une vie un peu particulière. Je me suis mariée la première fois à 19 ans. Et donc, je suis restée 13 ans avec le même homme, avec qui j'ai eu 3 enfants. Et puis après, je me suis mariée et je suis restée 7 ans avec l'autre homme. Donc, j'ai quand même des longues relations. Ouais, des longues relations. Et aucun problème à ce niveau-là. 20 aucun. ans de relations, ça ouais, commence. Et aucun. C'était pas du tout le sujet avec eux. La sexualité, absolument pas. Par contre, le vrai sujet, c'était plutôt le choix du partenaire, ce qu'on allait construire ensemble, etc. Donc, plus on va dire, de fond. Mais pas du tout ça. C'est vrai que j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup à ce que je raconte, parce que je l'ai vécu, je sais que c'est possible. Non, mais c'est important mais par de contre, savoir il faut mettre des choses en place. On faisait plein de trucs, hein, tu vois. Tu vois, c'est mettre de la spontanéité, du jeu dans la relation. Tu vois, c'est par exemple un truc que j'ai toujours fait, et je trouve que c'est un super conseil à donner, c'est que si tu veux avoir une vie sexuelle épanouie, je sais que c'est contre-intuitif, mais il faut se donner des rendez-vous pour faire l'amour. Personne n'y pense. J'ai toujours entendu le contraire, justement. Mais à chaque fois, quand j'en ai parlé en couple, c'est « Ah non, mais on va pas se dire qu'on fait ça le mardi et le mercredi. » Tu te dis, par exemple, le dimanche soir, c'est pour nous. Donc on n'accepte rien, des copains, des machins, etc. Et là, tu couches les gamins hyper tôt si t'en as. Et c'est ton moment. On va se faire du bien physiquement. Attends, quand on est dans cet espace-là, on fait ce qu'on veut. Peut-être qu'on va juste faire des petits massages, peut-être qu'on va juste être nuls l'un contre l'autre, peut-être qu'on va faire l'amour, peut-être qu'on va prendre un bain ensemble. Mais on va se faire du bien sexuellement. On va se donner du plaisir sexuellement à ce moment-là. Ça, c'est au moins un temps réservé, parce qu'on a des vies un peu de dingue. Parfois aussi, quand on a des jeunes enfants, c'est compliqué. Et je t'assure que c'est le secret des couples heureux sexuellement, c'est qu'ils prennent le temps et qu'ils s'est réservé dans leur agenda. Donc tu te dis, tiens, ce soir, on va dimanche soir, mercredi soir, je sais pas, vous prenez la date. Mais non, parce que on m'a toujours dit ça en couple. Non, mais ça, c'est une fausse croyance. C'est une fausse croyance. Et c'est à cause de cette croyance que tout le monde se plante en amour et dans la vie sexuelle. C'est pas du tout. Et je vais te donner une réponse à ça. Les amants. Pourquoi ça marche super bien sexuellement? Parce qu'ils se donnent des rendez-vous. On va se voir jeudi soir à 19h, de 19h à 20h. On sait où on va se voir. On sait comment on va s'habiller. On sait ce qu'on va faire, parce qu'on en a discuté. Eh bien, ça se passe bien. Et ils ont un autre truc aussi, que moi je pique tout aux amants, en fait. C'est ça ma technique. C'est que les amants, ils font un truc, c'est quand ils se retrouvent, ils parlent pas de logistique, ils parlent pas des beaux-parents, ils parlent pas des enfants, ils parlent que des trucs qui les animent. Pas des trucs chiants, quoi. Pas des trucs chiants. Ouais, et bien nous, dans mes couples, à chaque fois j'installe ça. Quand on sort, on se fait un resto, on part, on va en soirée, on n'est pas dans nos rôles de parents et on est juste, moi je suis Thérèse, avec toi et on va passer une pure soirée. Et ça, c'est vraiment aussi une clé pour raviver la flamme. En fait, il faut jouer aux amants. Tu disais tout à l'heure, les hommes, c'est très psychologique. Ouais. C'est toujours ce que j'ai entendu pour les femmes, moi, sexuellement. Mais les hommes, c'est bien pire que les femmes. C'est hyper psycho, un homme, dans leur vie sexuelle. Il y a beaucoup de mystères autour de l'orgasme. On va parler de l'orgasme et y revenir, mais c'est quoi la différence entre l'orgasme masculin et féminin? Masculin, on sait ce qui se passe, voilà. Qu'est-ce qui se passe chez les femmes? En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle d'orgasme, dans l'imaginaire collectif, on imagine de quelque chose un peu mécanique. C'est une histoire de frottement, de stimulation sur les zones érogènes pour atteindre un plaisir. Mais en réalité, l'orgasme peut être aussi un orgasme, on va dire, plus énergétique. C'est un peu bizarre quand je le dis comme ça, mais c'est que dans la rencontre sexuelle, il y a un partage d'énergie. L'homme va donner de l'énergie à la femme, et elle peut être ressourcée, être remplie de cette énergie qui va lui donner une force dans sa vie. C'est-à-dire que tu peux vivre la sexualité et le plaisir d'un point de vue mécanique. Oui, les femmes aussi, tu appuies sur un bouton d'une certaine façon et puis tu as du plaisir. C'est facile. Mais ça n'a rien à voir, avec le plaisir que tu peux ressentir quand tu fais l'amour avec un homme qui vient tout au fond de toi et qui l'éjacule en toi et qu'on est synchro au niveau de l'orgasme et ça te comble mais entièrement, ça diffuse en fait cette énergie partout dans ton corps, c'est-à-dire c'est pas seulement localisé au niveau de ton sexe et ça te donne une force dans la vie de dingue. Et malheureusement, il y a très peu de femmes qui ont accès à ce plaisir-là, ce plaisir qui est vraiment dans l'union sexuelle et qui est pas juste une stimulation extérieure, quoi. Tu comprends ce que je veux dire ou pas trop? Tu vois, il y a un plaisir mécanique et un plaisir énergétique. C'est vrai que c'est difficile à expliquer comme ça, en train de se parler tous les deux de quelque chose qui au départ se vit. Mais ce plaisir-là, il est vraiment dans un abandon, dans un lâcher-prise et dans une connexion parfaite. D'abord avec soi, moi en tant que femme, d'être hyper connectée avec moi-même.
ce qui est compliqué pour la majorité des femmes, d'être connectées avec elles, parce qu'elles sont connectées avec tout sauf avec elles, c'est-à-dire qu'elles pensent à 1000 choses à la fois. Si tu penses à 1000 choses à la fois, tu ne pourras pas avoir de jouissance. Donc d'être connectée avec ses sensations et d'être vraiment, en fait, de se laisser aller au fur et à mesure, de ne plus faire attention au jugement de l'autre sur toi. Tu te laisses aller, tu deviens un peu sauvage, mais dans le beau sens du terme, avec une respiration, avec des gémissements, et tu te laisses complètement aller dans un lâcher-prise total. Il n'y a rien de meilleur sur Terre à vivre, à mon sens, que ce plaisir-là. Non, mais c'est extraordinaire. Et alors, ce qui est génial pour nous, les femmes, là, je suis désolée, mais ça, c'est extraordinaire d'avoir un corps de femme, c'est qu'on a un corps qui est fait pour le plaisir. Le corps des femmes est fait pour la jouissance. On a une capacité de jouissance qui est extraordinaire et qui est plus importante que celle d'un homme. Donc, on voit bien qu'il y a cet organe, le clitoris, qui est entièrement dédié au plaisir sexuel. Et il y a des terminaisons nerveuses, mais tellement pour qu'on ait beaucoup de jouissance. Et ce plaisir-là des femmes, en fait, il peut être à la fois intérieur et extérieur, et il peut être vraiment très, très, très puissant. Ce qui est particulier, c'est qu'alors que le corps des femmes est fait pour la jouissance, très peu de femmes y ont accès. Et ça, c'est quand même le grand scandale. Tu as entendu, tu disais, les femmes prennent de moins en moins de plaisir sexuel même. Ben oui, elles ont vraiment... Les femmes sont très insatisfaites dans leur vie sexuelle. Pourquoi ? Parce que justement, elles sont dans une perspective très mécanique par rapport à la sexualité. Très issue des codes, justement, encore du porno, qu'il faut faire telle pratique. Elles ne sont pas dans ce plaisir qu'on va dire énergétique, dans la rencontre, dans la connexion, dans le lâcher-prise, dans vraiment, je suis hyper concentrée à ce qui se passe maintenant, ici et maintenant. Et ça, c'est vrai que ça demande d'être un peu initié. Ça a changé avec la société aujourd'hui ? Alors, je pense que ce qui a changé dans notre société, c'est qu'on est tellement dans un culte de la performance, de l'efficacité. On s'accorde peu de temps. Il faut que ce soit très vite, très intense. Et pour arriver à cet orgasme-là dont je te parle, c'est qu'il faut prendre le temps. Prendre le temps. Juste, on pourrait s'arrêter à prendre le temps. Qui prend le temps aujourd'hui pour son couple, pour sa relation, pour faire l'amour ? Prendre le temps de faire un truc qui sert au départ à rien. Faire l'amour, ça sert à rien d'autre que d'avoir du plaisir et d'être connecté. Mais je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas dans la productivité. Et ça aussi, aujourd'hui, c'est difficile. On va pas s'accorder du temps. Est-ce qu'il y a un rapport avec l'homme aussi ? Est-ce que l'homme doit changer quelque chose ? Prendre plus le temps ? Ah bah oui, attends, l'homme. Pour qu'il puisse permettre à cette femme d'avoir ce plaisir intense, l'homme, il doit faire 2 choses qu'il a souvent du mal à faire. Il doit savoir se maîtriser et écouter hyper attentivement sa femme parce que c'est elle qui va dire « c'est bon, maintenant tu peux venir ». En fait, ce qu'il faut bien comprendre pour avoir une vie sexuelle épanouie, en tout cas dans cette relation homme-femme, si je prends l'acte sexuel dans la pénétration. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes ce que je veux dire. C'est que la femme, elle reçoit, l'homme, il vient. Eh bien, c'est comme quand tu reçois chez toi. Quand tu reçois chez toi, l'invité ne vient pas en disant « ouais, je viens chez toi ce soir ». Non, d'abord, tu l'invites. Tu lui dis « ouais, tu peux venir ». Donc, c'est la personne qui reçoit qui lance l'invitation. Une fois que tu arrives, quand tu es bien élevé, tu arrives chez l'autre, puis tu fais d'abord un petit compliment. Tu mets ton hôte à l'aise. « Ah, c'est beau chez toi, ça sent bon. C'est trop bien ta nouvelle déco. » Tu mets l'autre un peu à l'aise. Quand tu es invité, c'est pas toi qui dis « bon, tu peux balancer l'apéro, vas-y, quand est-ce qu'on mange ?» Non, tu vas t'adapter à ce que ton hôte a prévu pour toi. Donc c'est moi qui te reçois, c'est moi qui te dis ce qu'on va prendre à l'apéro, combien de temps va durer l'apéro, quand est-ce qu'on va manger, ce qu'on va manger. Dans ce cas-là, c'est la femme. C'est la femme. Oui. Qui dirige. C'est ça. C'est la femme qui initie. Oui. C'est la femme qui initie, c'est la femme qui conduit, et parce que c'est elle qui reçoit. Le problème, c'est que c'est pas comme ça que ça se passe dans la plupart des couples. Si tu comprends que toi, en tant que femme, t'es initiatrice dans la sexualité, puisqu'il vient en toi, c'est à toi à dire quand est-ce qu'il peut venir en toi et quand est-ce que c'est le bon moment. Je te parle de l'orgasme, par exemple, à la fin. C'est pas l'invité qui dit « vas-y, balance le dessert ». C'est toi qui reçois qui dit « c'est maintenant le dessert ». Enfin, tu vois, c'est maintenant la finale. Et en fait, il faut aussi, du coup, s'exprimer en tant que femme. Il faut quand même donner les petites infos. Si tu fais l'étoile de mer, ton mec, il est paumé. Si tu fais l'amour dans le noir et on voit rien, il est paumé, il sait pas où est-ce que t'en es. Donc toi, en tant que femme, il faut assumer ce que tu ressens, pouvoir dire les choses, pouvoir les exprimer. Alors, il y a plein de façons de les exprimer, avec des mots, avec des gémissements, avec ce que tu veux, mais transmets le message pour qu'il sache quand est-ce qu'il peut venir en toi. Et puis, quand est-ce que tu aimes, quand est-ce que tu n'aimes pas. Mais voilà, exactement. Mais il y a beaucoup de femmes qui sont très mal à l'aise avec ce rôle-là. Elles n'aiment pas être initiatrices, elles n'aiment pas trop s'exprimer, elles n'aiment pas trop guider la danse. Est-ce qu'il faut dire ces fantasmes en couple très librement, ou il faut en garder un petit peu pour soi et le faire comprendre? Alors, surtout qu'il ne faut jamais faire, c'est faire ces fameuses discussions en disant « Et toi, c'est quoi tes fantasmes ?» Et on se fait une espèce de liste en disant « Alors, c'est ça. » Ça, il ne faut pas faire. Pourquoi il ne faut pas faire? Parce que ce n'est pas une histoire de catégorie, je ne sais pas, de trucs à cocher. Et après, pire,
ne faites jamais l'erreur de dire ce que vous avez fait ou pas fait. Ah, moi, ce fantasme-là, j'ai déjà fait avec Pierre Paul Jacques et tout. Non. Vraiment, erreur, ne faites pas ça. Parce qu'au moment même, c'était à ta soirée, c'était... Ça, je l'ai fait quelques fois avec elle. Non. Ça, c'est pas... Non, jamais faire ça, c'est une grosse connerie. Erreur de débutant. T'as la discussion, en général, tu sais, c'est le soir, t'es un peu picolé, tu commences à parler de ça. C'est très sympathique sur le moment de se parler de ses fantasmes et de ce qu'on a déjà vécu. Mais fais attention que dans 6 mois, elle te ressorte pas le dossier. Ouais, quand t'as fait ça avec une telle et tout, là, ça peut se retourner contre toi. Donc, non, on évite. Par contre, ce qu'il faut faire au niveau des fantasmes, c'est que c'est très intéressant de les utiliser pour raviver la flamme, pour raviver le désir, pour créer de l'excitation. Concrètement, ce qu'on fait, on est tous les deux Imaginons que t'es chez toi dans ta chambre. Franchement, t'es chez toi depuis des années dans la même appart, dans la même chambre, et t'as tes gamins à côté qui dorment. Rien de glamour, rien de sexy, que des trucs qui font que t'as aucun désir sexuel. Et heureusement, nous, les êtres humains, on a un imaginaire. Et donc, tu peux utiliser cet imaginaire. Tu dis à ton mec, tu voudrais qu'on soit où, là ? Là, ce serait trop bien qu'on soit, je sais pas, sur une plage, il ferait chaud, tu vois, on serait là tous les deux sur une plage. Ok, tu te transportes ailleurs. Et on ferait quoi ? Et là, tu commences à imaginer. Et tu construis avec ton mec, avec ta nana, un scénario. Construis une histoire. Alors ça, c'est le niveau 1. Je veux dire, c'est un peu de rose, là. Hein. Le niveau 2, voilà, c'est pour ça que je dis, ça, c'est le niveau 1 pour les débutants. Après, évidemment, tu ramènes, tu fais niveau 2, tu commences à dire, il y aurait d'autres personnes sur la plage. Ils feraient des trucs. Et niveau 3, ces autres personnes, ils feraient des trucs aussi avec toi. Et là, tu commences à bien t'enflammer, bien te chauffer. Fantasme à fond. Alors moi, j'ai juste la petite règle. S'il faut les faire. Justement, la petite règle, c'est tu mets pas de vraies personnes dans ton histoire. Si tu dis, et alors là, il y a la voisine qui vient. Sur le moment, c'est très sympathique. Mais quand tu recroises la voisine le lendemain matin, ça marche pas du tout. Fais pas ça. Pas de vrai personnage. Invente, elle serait grande, petite, grosse, tout ce que tu veux, mais invente ton personnage. Et là, on peut y aller. Et on peut se raconter des trucs, mais on peut aller très, 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 très loin. T'es hyper excité, tu finis par faire l'amour. En réalité, t'es dans ton lit avec les gamins à côté, mais t'as vécu un bon moment. Les fantasmes, ça sert à ça. C'est l'imaginaire, quoi. Utilisez votre imaginaire. Les couples heureux sexuellement, c'est ceux qui savent utiliser leur imaginaire. Et franchement, on peut aller très, très, très loin avec son imaginaire. Il y a 15 millions de couples en France aujourd'hui. C'est une estimation, voilà. Tu disais qu'il y a une règle des 3 A et des 5 R. Ah oui, ça c'est des règles. C'est pour dire que c'est une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je suis avec la bonne personne ? Alors, est-ce que d'abord, cette personne, est-ce que je l'aime ? C'est la grande question que tout le monde pose. Comment est-ce qu'on sait qu'on aime quelqu'un ? Quand tu trouves cette personne hyper belle physiquement, c'est pas de l'amour, c'est de l'attirance, c'est de l'attraction, d'accord ? Quand tu as des sentiments amoureux pour quelqu'un, attention, c'est pas de l'amour. Ça, c'est de l'affection, t'aimes avec ton cœur. C'est pas encore ça, l'amour. Quand tu trouves la personne formidable pour ce qu'elle fait, pour sa personnalité, etc., c'est pas de l'amour, c'est de l'admiration. L'amour, c'est quand tu as les 3 A. L'attraction, l'affection et l'admiration. On peut dire aussi les 3 C. Tu aimes avec ton corps, tu aimes avec ton cœur, tu aimes avec ton cerveau. Ne pars pas... Attraction sexuelle, affection, admiration. Ouais, tu dis, est-ce que j'aime avec mon corps ? Est-ce que mon corps, ça résonne ? Est-ce que j'aime avec mon cœur ? Est-ce que j'ai des sentiments ? Et est-ce que j'aime avec mon cerveau ? Est-ce que j'ai de l'admiration ? Tu vois, 3C, 3A... C'est dur d'avoir les 3. Hein. Ouais, le jour où tu as les 3, ça, c'est déjà pas mal. Mais attends, ce qui est dur, c'est qu'il faut que la personne ait les 3A pour toi aussi. Ouais. Non, mais c'est vrai. Parce que parfois, tu as les 2A sur 3, parfois, tu as 1A sur 3. Et alors, vraiment, mais écoutez mon conseil. Ne vous embarquez pas dans une relation si vous n'avez pas les 3A. Si vous n'avez pas les 3C, vous n'êtes pas avec votre corps, votre cœur et votre cerveau. Parce qu'il y a plein de gens qui font cette erreur-là, qui disent « Ok, je trouve qu'elle est formidable, cette femme-là, j'ai beaucoup d'admiration pour elle, mais franchement, elle ne me plaît pas trop physiquement. » Je me dis « C'est pas grave, parce qu'on partage des bonnes valeurs en commun. » Si, c'est grave, crois-moi. Parce que l'aventure du couple, c'est une aventure physique aussi. Donc, il faut que tu aimes aussi le corps de l'autre. Ou de dire, ben oui, ce mec, je sais pas, il me plaît, j'ai des sentiments, mais par contre, j'ai pas d'admiration. Ne t'embarque pas si t'as pas d'admiration. Ça va poser problème. C'est comme si t'avais un trépied, un triptyque. Il faut attendre d'avoir les 3. Avoir les 3. Ah oui, ça, c'est, mais vraiment, suivez ce conseil-là. Une fois que tu as les 3 A... Ça arrive pas tous les jours. Non, ça arrive pas tous les jours. Donc mais ça arrive. Il n'y a pas qu'une personne. Il peut y avoir plusieurs personnes. Alors, déjà, est-ce que tu aimes la personne si tu as les 3 A ? Mais, et c'est là que c'est très important, c'est pas parce que tu aimes la personne et que la personne t'aime que c'est la bonne personne pour toi. Et ça, c'est l'autre règle. Alors, je donne ça, c'est un moyen mémotechnique. C'est la règle des 5 R. La bonne personne pour toi, c'est une personne qui te rassure, qui te respecte, qui te fait rire, qui te fait rêver et qui te fait rayonner. Tu comprends, rayonner, ça veut dire vraiment qui te permet de développer tes qualités au lieu de t'éteindre. C'est le contraire de quelqu'un qui te fane. Et pose-toi la question, est-ce que
cette personne, elle est bonne pour moi. Tu peux aussi te poser la question, est-ce que je suis aussi la bonne personne pour l'autre? Est-ce que je rassure l'autre? Est-ce que je respecte l'autre? Est-ce que je fais rire l'autre? Est-ce que je fais rêver l'autre? Et est-ce que je la fais rayonner ou je le fais rayonner? Parfois, tu aimes quelqu'un et tu as les 5 R. Magnifique. La relation, elle va être belle et elle va être saine. Parfois, tu aimes la personne, tu as les 3 A, mais tu n'as pas les 5 R. Genre, l'autre ne te respecte pas ou ne te rassure pas. Ça marche pas, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Il faut savoir arrêter une relation si on n'a pas un des R, enfin surtout les R de rassurer et de respecter, parce qu'ils sont indispensables à la vie de couple saine. Est-ce que maintenant on ne cherche pas quelqu'un on est pragmatique et on se dit tiens, il nous faut une bonne maman, un bon mari, un bon père, une bonne mère, j'en sais rien. Peu importe qui vous êtes, mais est-ce qu'on essaye de se rassurer, de se dire bon, ça sera une bonne mère, ça sera un bon père, ça va le faire? Ouais. Après, il y avait quand même toute une époque où on ne choisissait pas par amour quelqu'un et on apprenait à aimer cette personne. C'est aussi possible d'apprendre à aimer la personne. Tu vois, ça c'est plutôt dans un modèle très traditionnel, mais il y avait quelque chose qui était assez intéressant, c'est de dire on va se laisser du temps pour apprendre à s'aimer. Mais l'amour, il y a 2 choses. Il y a à la fois j'aime, il y a un mouvement un peu spontané vers l'autre, et puis il y a aussi je veux aimer. Ça veut dire que je vais décider de t'aimer. Je vais poser des actes concrets pour apprendre à te connaître et apprendre à t'aimer. Est-ce que tu le vois, toi, facile, tout de suite, quand un couple n'est pas fait pour être ensemble? Est-ce qu'il y a des couples qui ne sont pas faits pour être ensemble? Ah bah oui. Tu vois arriver, ah bah oui, tu dis, bah oui, bah, oui évidemment. Et tu leur dis? Bah oui, moi je leur dis. Moi je suis C'est vrai? hyper cash. Ah oui, non, attends, ils vont pas perdre de l'argent. Ça coûte cher quand même d'aller voir un thérapeute. Tu vas pas non plus. Tu leur dis désolé, mais vous n'allez pas ensemble du tout? Ah oui, moi je peux carrément le dire. Non, on Allez. va s'arrêter tout ça tout de suite. Bonne journée. Je vais vous accompagner à vous séparer. Non mais vous allez oui arrêter les frais tout de suite là. Ce que vous êtes en train de vivre là, c'est une catastrophe. C'est pas ça le concept de l'amour. Attends, je le rappelle. Hein. Le concept de l'amour, le concept du couple, c'est que ça nous rende vivants, ça nous rende joyeux, ça nous rende heureux. Là, vous êtes en train de vous détruire. Vous arrêtez ça. Donc non. Donc on essaie de comprendre où est le problème. Soit on arrive à réparer le lien parce qu'il est abîmé et voilà, très bien, ça c'est bon. Et si on ne sait pas réparer, on arrête, on se sépare. Et alors, très important, à notre époque, on peut se séparer sans se faire la guerre éternellement. Et ça, c'est aussi mon rôle en tant que thérapeute. C'est d'accompagner des séparations pour qu'elles se passent bien. Et surtout quand il y a des enfants, moi, je vous conseille d'aller voir un thérapeute parce qu'on va rester en lien avec la personne avec qui on a des enfants. Le divorce ne résout rien. Il ne résout rien, le divorce. Il met juste à distance le problème. Donc, vous allez avoir tous les inconvénients sans avoir les avantages de la personne avec qui vous avez partagé votre vie. Donc, apprenez à aller jusqu'au bout d'une relation. Ça veut dire de bien la terminer. C'est peut-être un peu provocateur quand je vais dire ça, mais on peut réussir son divorce. C'est possible d'avoir des relations qui soient respectueuses. On peut dire, on doit arrêter notre relation amoureuse, mais on va quand même être respectueux l'un vis-à-vis de l'autre. Et c'est important de le faire pour les enfants, très important. On va faire rentrer tout à l'heure Céline, qui est addict au sexe. Elle nous a écrit, on avait fait un appel sur les réseaux sociaux, si c'est une sexualité différente ou hors norme. Vous êtes les bienvenus pour venir parler. On a eu pas mal de profils et Céline habite pas très loin. Et donc, elle a 37 ans. On va la faire rentrer dans un instant. Elle vit à Paris. Elle est infirmière. Et en fait, c'est une amie qui a vu à un moment donné notre story et qui lui a dit « Mais attends, c'est complètement toi ». Elle a découvert le libertinage parce qu'elle a tout le temps envie de faire l'amour. Elle nous expliquait exactement sa sexualité dans un instant. Il y avait un sujet aussi que je voulais aborder avec toi, c'est le sujet des disputes en couple et après des couples libres. On va parler de 2 sujets là. Selon Opinionway, les couples français se disputent en moyenne 2,7 fois par semaine. Donc on se dispute quand même. Mais quel enfer! En moyenne, entre 2,5 et 3 fois, c'est beaucoup quand même. Ouais, c'est beaucoup. Est-ce que c'est toujours mauvais signe dans un couple de se disputer ou est-ce que c'est normal? Alors, d'avoir des sujets de désaccord, c'est normal. Se disputer et que ça nous déconnecte l'un de l'autre, c'est pas normal. Il y a un art de la dispute, en fait. Il y a une façon d'utiliser notre contrariété ou l'inconfort émotionnel qu'on peut ressentir pour essayer d'améliorer la relation. Donc, on sait que c'était une bonne dispute si après, on s'aime plus et on s'aime mieux. Si après, on est encore plus éloigné, ça va pas. C'est quoi les plus grosses raisons des disputes? Alors, il y a une raison qui vient beaucoup, c'est la charge mentale. Oh là là, et toi, tu es aussi un jeune père, non, je crois. La charge mentale, c'est un vrai sujet aujourd'hui. C'est j'ai fait ça, toi, t'as pas fait ça, et puis tout le monde est en train de faire des comptes d'apothicaire. Non, mais ça, c'est la base. Ouais, mais mais j'ai rempli le limon, t'as pas... Quel enfer, franchement, mais quel enfer. Il faut arrêter avec cette espèce de truc de charge mentale en train de regarder, faire les comptes, et puis la fameuse dette. Je parle du concept de la dette parce que, déjà, quand t'es une femme, si t'as porté ton enfant, t'as mis au monde ton enfant, l'homme, il a beau faire tout ce qu'il veut, il n'arrivera jamais à faire ce que toi t'as fait et produire un être humain, c'est quand même extraordinaire. Et ça te demande quand même une énergie de dingue. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que cette espèce de comptabilité
au quotidien, je pense que ça compter détruit les points. les couples. Il faut arrêter. Moi, je suis une anti-compromis. Je dis quand on est en couple, il ne faut pas faire de compromis. On n'est pas en train de dire je fais ça pour te faire plaisir ou bien je fais un peu, tu vois, je calcule un peu par stratégie. Non, tu le fais parce que ça semble bon de le faire, ça semble juste de le faire, mais tu n'es pas en train de dire je vais débarrasser le lave-vaisselle, comme ça ma femme va voir que j'ai fait quelque chose. Du coup, je vais augmenter mes points, elle va trouver que je suis quelqu'un de bien. Et en fait, tu vois, tu le fais par intérêt, tu vois, toujours pour essayer de donner une bonne image de toi. Ça, c'est une logique d'enfant de 7 ans. Comment on peut éviter les disputes? Alors, comment est-ce qu'on... déjà, d'essayer d'écouter quand on ne va pas bien, de comprendre, c'est un peu la théorie des 10%, 90%. Tu connais? Non. Ok, quand il y a un truc qui ne va pas, l'autre est responsable à 10% de tout ce que tu ressens au fond de toi. Donc oui, par exemple, il est arrivé en retard ou elle a, je sais pas, eu cette parole malheureuse. Ok, elle a dit ça. Mais après, c'est en fonction de l'histoire que tu te racontes. Quand il s'est passé ça, ce que je me suis dit, l'histoire que je me raconte, je vais avoir une émotion. Avoir des réactions, et souvent en fait cette histoire que tu te racontes, elle vient parce que en fait ce qui vient de se passer, la scène qui vient de se passer peut te rappeler des choses que tu as vécues dans ton enfance. Ça, c'est très important de le comprendre. Quand on est en relation avec quelqu'un et dans une relation intime, l'autre, sans s'en rendre compte, peut réveiller des traumatismes de son enfance, c'est-à-dire des choses qui ont été douloureuses dans son enfance, qui nous ont bloqués à un moment. On va revivre des choses, des scénarios qui ont été douloureux. Et alors là, on va être dans notre réactivité, c'est-à-dire qu'on va comme régresser, devenir un petit garçon, une petite fille. On va pleurer, on va faire des colères, on va bouder. Bref, on va réagir de façon immature. La théorie des 10%, 90%, c'est de comprendre que je suis responsable de ma façon de réagir quand il y a une situation. Et qu'en fait, ça se passe chez moi. Tu vois, par exemple, l'autre arrive en retard. Tu peux dire « Ah, t'arrives toujours en retard » et puis je l'accuse et je lui fais des reproches. Non, c'est quand tu arrives en retard, je vais t'expliquer ce qui se passe chez moi. J'ai l'impression que tu ne me prends pas en considération. J'ai l'impression que tu ne me mets pas en priorité. Et du coup, moi, je me sens délaissée, je me sens triste. Quand je me sens triste, j'ai envie de pleurer et j'ai plus envie de te parler. Et en fait, ça me rappelle ma mère qui arrivait toujours en retard pour venir me chercher après l'école. Et je me sentais comme la dernière élève à attendre. Et au fond de moi, je me dis, mais ma mère n'a pas de considération pour moi, elle ne m'aime pas. Et quand tu fais ça, ça me rappelle cet épisode-là. Et en fait, ce dont j'ai vraiment besoin, c'est de sentir que je suis la priorité de quelqu'un. Ce dont j'ai vraiment besoin, c'est de sentir d'être considérée. Et après, tu reviens en disant, mais voilà, c'est ça que je veux vivre dans ma relation avec toi. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à mieux la vivre? Donc, ce qui est important, c'est de comprendre que l'autre, par ses agissements, peut réveiller des choses douloureuses de notre histoire. Et c'est la raison pour laquelle, parfois, on peut vraiment réagir de façon très, très puissante. Ouais, c'est vraiment un petit travail d'introspection et de mettre de la conscience dans notre relation. Je voulais qu'on parle rapidement, mais tu l'as dit tout à l'heure, l'amour dure 3 ans. Est-ce qu'on peut faire durer cet amour? Est-ce que c'est réel? Ouais, c'est pas l'amour qui dure 3 ans, c'est le sentiment amoureux qui dure maximum 3 ans. Après, ça s'arrête. En fait, on va passer par différentes phases. Il y a la période romantique. Tu sais, la période romantique, c'est quand vraiment t'es trop bien avec l'autre. Tu commences une phrase, il la termine. On est d'accord sur tout, on a les mêmes envies. On est dans une sorte d'harmonie totale et on est tellement bien là-dedans. Et à un moment, ça s'arrête. C'est la phase, en fait, d'illusion. Hein. On s'imagine plein de choses. Et puis, à un moment, on est dans la désillusion parce qu'on se rend compte que l'autre a des limites, l'autre a des fragilités, l'autre a des défauts. Et là, on se rend compte qu'on a aussi des désaccords. Et c'est là qu'on rentre dans la phase qu'on peut appeler la lutte de pouvoir. Qui a raison, qui a tort? Et on va commencer à avoir les premiers conflits. Cette phase-là, elle a 2 possibilités. Il y a deux façons de sortir de cette phase-là. Soit tu arrêtes la relation parce que tu as trop de conflits. Soit tu vas mettre de la conscience dans ta relation. Ça veut dire que tu vas essayer de comprendre pourquoi est-ce que je surréagis dans ces instants-là. Et donc, tu vas mettre de l'intelligence. Et si tu arrives à mettre de l'intelligence, alors tu peux rentrer dans un amour où tu vas construire ta relation. On va discuter, on va s'améliorer ensemble, on va mieux se connaître pour mieux fonctionner ensemble. Et tu retrouves vraiment un amour spontané, un amour heureux, et l'amour véritable est là. Aujourd'hui, on voit une conception de l'amour qui évolue, une conception du couple aussi qui évolue vachement. Donc le couple libre, j'ai l'impression qu'on entend vachement plus polyamour, couple libre, ouais. On va y revenir sur polyamour, ouais. Etc. Couple libre, c'est le fait d'être libre, d'aller voir ailleurs, comme son nom l'indique, une autre fille, un autre garçon, etc. Qu'est-ce que toi t'en penses? Est-ce que c'est tenable dans la durée, un couple libre? Et tu poses la très bonne question. Est-ce que c'est tenable dans la durée? Très difficilement. Au départ, on adore le concept. Hein. Vraiment, attends, on signe tous. Mais moi, la première, je suis en couple avec quelqu'un et on dit on fait ce qu'on veut, mais moi j'adore, je signe tout de suite. Mais est-ce que ça peut durer? C'est compliqué. Est-ce que l'autre va tomber amoureuse ou amoureux? Oui, tu peux tomber amoureux et surtout, tu n'es pas dans la construction d'une relation. En fait, l'engagement avec l'autre fait que tu dis tu es ma priorité, je vais mettre toute mon énergie pour créer la relation qu'on veut avoir ensemble. Là, tu disperses aussi ton énergie
Et tu ne vas pas, tu ne vas pas construire quelque chose avec l'autre sur du temps long. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment une grande difficulté. Je pense que c'est une très belle idée, mais très difficilement réalisable. Même. Est-ce que tu as déjà vu des façons de concevoir le couple hyper improbables? Est-ce que tu as déjà eu des couples qui sont venus te voir un peu étonnants? Et moi, ce que je trouve le plus improbable, c'est les couples qui vivent en frères et sœurs. Ils sont ensemble, ils sont engagés ensemble, mais ils vivent comme des frères et sœurs. Pour moi, ça, c'est le plus improbable. Ça veut dire qu'en frères et sœurs, ça veut dire qu'il n'y a plus du tout la dimension érotique. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de dimension amoureuse. Ils s'entendent bien, mais comme quand on vivait avec nos frères et sœurs à l'époque. Ça, pour moi, c'est la plus surprenante des façons de vivre sa relation. Parce que tu te prives du meilleur. C'est quand même aussi cette connexion amoureuse et sexuelle, charnelle. Et que c'est, je trouve, un peu comme une forme de régression, puisque tu reviens à ce que tu as connu quand tu étais enfant. Ouais. Mais ça, c'est pas que je comprends pas. Je comprends parce que je prends le temps d'écouter les gens, mais ça me surprend beaucoup que des gens peuvent rester là-dedans. Est-ce que le polyamour, les gens qui aiment plusieurs personnes, est-ce que ça peut marcher, ça, sur le long terme? Je vais basculer directement sur le sujet des trouples. C'est un peu une mode. Enfin, je ne sais pas si c'est une mode, mais c'est des termes qu'on emploie depuis peu. C'est-à-dire des couples à 3. Est-ce que ça peut marcher aussi? Moi, j'y crois pas. Sur du temps long, non. Ni au polyamour, ni non, je crois que sur une durée courte, oui, mais sur du temps long, c'est quand même très, très compliqué. Et là aussi, vraiment, c'est la nouvelle mode maintenant de parler du polyamour. Et on se dit que ça nous débarrasse de ce fameux sentiment qui est la jalousie, quand l'autre peut montrer de l'intérêt pour quelqu'un. Et finalement, c'est pour s'éviter cette blessure de l'ego qu'on va mettre des règles du jeu qui consistent à dire chacun peut aimer qui il veut, comme il veut, du moment qu'on reste aussi ensemble. On veut s'éviter cet inconfort émotionnel qu'est la jalousie. Et je pense que c'est une impasse. En fait, de nouveau, sur du temps long, alors, c'est que mon avis. Et pour l'instant, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui vit le polyamour et qui a vécu ça pendant 40 ans de sa vie ou 50 ans de sa vie. Les gens avec qui j'ai pu débattre, par exemple, sur des plateaux télé, sur ce sujet, des gens que j'ai rencontrés en consultation, des gens que j'ai rencontrés dans des conférences que j'ai pu donner, à chaque fois, les couples se sont arrêtés. Donc, j'ai du mal à y croire. Il y a une enquête de l'IFOP qui est sortie sur le polyamour assez récemment, qui explique quel type de personne va pratiquer ça. Plutôt des gens très éduqués, plutôt des gens assez aisés financièrement, parce qu'ils vont avoir une certaine aussi autonomie pour vivre tout ça. Et en fait, je posais la question à ce sondeur en disant « Mais vous avez posé la question, savoir combien de temps ça va durer ?» Il dit « Ah non, on n'a pas posé la question. » C'est la seule chose qui nous anime. Nous, on veut tous savoir si c'est possible sur du temps long. Alors, ça peut être très sympathique pendant quelques semaines ou quelques mois, mais sur le temps long, j'y crois pas. Est-ce que tu as des couples qui viennent te voir et qui te disent « Tiens, voilà, je suis tombé amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre. Oui. Est-ce que je dois lui dire ou pas? Qu'est-ce qu'il faut faire si on est en couple et qu'on tombe amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il faut me le dire à son ou sa partenaire ou le cacher? Ou qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une très bonne question, parce que ça va certainement vous arriver à tous. On est engagé avec quelqu'un et on peut ressentir un sentiment amoureux pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment une expérience tout à fait banale. Pourquoi? Parce que le sentiment amoureux, on peut l'éprouver pour plusieurs personnes dans sa vie. Et c'est pas parce qu'on est engagé avec quelqu'un qu'on va pas ressentir des sentiments pour quelqu'un d'autre. Alors, d'ailleurs, je me suis fait juste une réflexion là, dans mon cabinet en ce moment. Je me suis posée, mais genre avant-hier, me disant, mais c'est pas possible, je n'ai que des gens qui sont tombés amoureux de leurs collègues de travail. Au travail, il y a tellement de relations si amoureuses. C'est un énorme pourcentage des couples, je crois. C'est hallucinant. Je me dis, mais en fait, c'est que des infidélités avec des collègues de travail. Bon, bref, parenthèse fermée. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est amoureux? D'abord, la première chose, c'est qu'on ne va pas commencer à culpabiliser d'avoir un sentiment pour quelqu'un d'autre. Les sentiments, c'est quelque chose qu'on subit. On ne choisit pas de tomber amoureux ou amoureuse de telle personne. Donc, comme toutes les émotions, il ne faut pas les moraliser. Se dire, c'est pas bien, il ne faudrait pas. Juste, ah tiens, je me rends compte que cet homme-là vient me troubler, que cette femme-là me trouble. Et j'écoute ce que cette émotion vient me dire. Qu'est-ce qui me plaît chez cette personne? Pourquoi d'un coup elle m'attire? Qu'est-ce qu'elle vient réveiller en moi qui était peut-être endormie, que j'avais pas trop pris en considération ces derniers temps? Je prends l'info au lieu de me dire « je suis amoureux, ça veut dire que j'aime plus mon conjoint, ça veut dire qu'il faut que j'arrête et puis il faut que je parte vivre une relation de couple avec cette personne ». J'ai reçu en consultation un homme là, qui est venu me voir, une quarantaine d'années, marié depuis 12 ans, enfin engagé depuis 12 ans avec sa femme, 3 enfants, et il est tombé amoureux de sa collègue. Et il me dit, mais merde, parce que qu'est-ce que je vais faire? Est-ce qu'il faut que je le dise à ma femme? Et surtout, moi, j'ai pas envie de détruire toute ma relation, mais en même temps, je suis très amoureux de cette femme-là. Et je trouvais ça super qu'il soit venu me voir, parce qu'on essayait de discuter ensemble, voir pourquoi cette collègue l'a tellement troublée. Qu'est-ce qu'elle vient dire de son mariage aussi avec sa femme? On se rend compte qu'elle n'est pas très disponible en ce moment, qu'ils ont peu de moments de connexion, qu'en fait, ils sont pas très bien dans leur relation. Donc, on prend toutes les infos
Et après, on essaie de voir s'il ne peut pas changer sa façon de vivre et sa façon de vivre dans son couple. Donc non, le sentiment amoureux, il faut savoir le désamorcer. Mais pour ça, il faut écouter, pas culpabiliser. Qu'est-ce que tu considères comme de l'infidélité? À partir de quand on est infidèle? Est-ce qu'une conversation avec une autre personne quand on est en couple? Ouais, est-ce que je parle à une autre fille ou un autre mec quand je suis en couple? Est-ce que je trompe ma partenaire? Est-ce que je l'ai embrassé au bureau? Est-ce que c'est... tu parlais des collègues de bureau. Est-ce que c'est trompé? Est-ce que la fameuse expression, est-ce que faire des préliminaires, c'est tromper, etc., etc. À partir de quand c'est? Mais Guillaume, on le sent tous. On sait très bien quand on commence à basculer dans quelque chose qui est de l'ordre de l'ambiguïté avec la personne et que ça commence à être un petit peu limite. Et comment est-ce que tu le sais? C'est très simple. C'est le jour où tu commences à cacher à l'autre, à ton partenaire. Si tu te dis, si ma femme tombe sur ces échanges, ça va pas lui plaire, ça veut dire que c'est déjà trompé. Si mon homme sait que j'ai vécu telle ou telle chose et que ça va pas lui plaire, donc je vais commencer à cacher. Quand tu commences à cacher les choses à ton conjoint, mauvais signe. En général, c'est que tu n'es plus très à l'aise avec ta conscience et que tu sens bien que tu es en train de passer un peu une limite. Je t'ai posé la question tout à l'heure, je te la repose quand même, volontairement. Est-ce qu'on peut être fidèle toute sa vie avec la même personne? On peut choisir de rester fidèle avec une personne, mais on va ressentir des émotions pour quelqu'un d'autre et on va ressentir l'attirance sexuelle pour quelqu'un d'autre. Je pense que ça peut être un choix. Tu peux renoncer à ça, c'est possible. Il y a des gens qui le font, c'est possible. Mais c'est pas facile. C'est toi qui disais dans une conférence sur l'infidélité, c'était le thème, que beaucoup de femmes sont infidèles, il y en aurait même plus que les hommes. Ça, c'est ma grande théorie, mais ça n'engage que moi. On verra dans quelques années si j'ai raison, s'il y a un sondeur qui Pourquoi ça se voit moins? Parce que les femmes ne veulent pas parler de la même façon de l'infidélité que les hommes. D'abord, de nouveau, c'est encore des croyances populaires de penser que les hommes sont plus infidèles que les femmes. D'ailleurs, ils sont bien fidèles avec des femmes qui elles aussi, ont peut-être des conjoints. Et aussi parce que c'est assez normalisé qu'un homme puisse avoir des relations extra-conjugales, alors qu'une femme, ça va être très mal considéré. Donc, par jugement, par peur du jugement, elles vont souvent ne pas le dire. Et aussi, même quand il y a des sondages sur l'infidélité, elles peuvent être très menteuses à ce sujet-là. C'est quoi l'infidélité qui revient le plus souvent chez les femmes? Alors, le sujet que moi je vois tout le temps, mais là vraiment, écoutez bien ce que je dis, ça va te faire flipper, toi qui es un jeune père. Écoute bien ce que je te dis. Le moment où une femme a le plus de risque de tromper son mari, c'est quand son bébé a entre 1 an et 5 ans. Après une grossesse, après le temps du maternage, quand l'enfant commence à être un petit peu gardé, là, au bout de, on va dire, 9 mois, 1 an, ça, c'est le moment où elle a le plus de risque de tromper son mari. Pourquoi? Et le problème, c'est qu'elle va souvent tomber sur des énormes manipulateurs, des hommes mauvais pour elle, parce que l'homme a vu qu'elles étaient dans un état un peu de vulnérabilité, il va profiter de cet état-là pour... Ah, il te regarde plus? Non, mais t'inquiète, moi je vais te regarder. Exactement. T'as n'importe quel pecno qui passe là, il est moche, il est bête, peu importe, mais il te regarde, il te dit, mais t'es superbe. Tu tombes direct dans le panneau, direct. Hier encore, une femme me raconte ça. Elle me dit, elle a mis au monde 2 enfants. Son dernier a 2 ans. Un collègue la regarde et lui dit, mais t'es vraiment tellement belle. Elle est partie comme ça. Elle me dit, mais il était moche. Il n'a rien pour lui. Il a su me regarder comme femme. Et elle est partie comme ça. Elle a failli détruire son mariage pour ce pauvre gars, parce qu'en fait, elle s'est sentie femme dans son regard-là. Le problème, c'est que ton compagnon avec qui tu as eu tes enfants, il te voit comme sa femme, et il te voit comme la mère de ses enfants, et il te voit plus comme une femme érotique, tu vois, faite de désirable. Et quand il perd ce regard, tu vas le chercher ailleurs. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que la maternité, elle fait que tu donnes ton énergie pour ton enfant, tu vois, tu te vides. Enfin, tu te donnes corps et âme quand même pour ton bébé. Et donc, tu vas t'oublier pas mal. Tu vas aussi désérotiser ton corps, parce que mine de rien, il va quand même être bien malmené pendant toute cette période-là. Et donc, après, tu sais plus très très bien qui tu es, tu sais plus très bien ce que tu veux dans la vie, tu t'es un peu perdu, quoi, au profit de la maternité. Et c'est pour ça que tu vas être plus sensible pour tomber amoureuse de quelqu'un d'autre qui va un peu réveiller la femme qui est en toi, réveiller des parties de ta personnalité que tu avais mis un peu de côté. Donc, vous retenez bien ça. Tous les hommes qui m'écoutent, faites attention. Le moment où votre femme, elle a plus de risques, c'est vraiment après les jeunes enfants. Et pourquoi je dis ça? Ça veut dire qu'à ce moment-là, prenez soin d'elle, prenez soin de la relation, allez la reséduire. Moi, j'avais une tradition avec le père de mes enfants que je trouve assez géniale. C'est après les périodes d'allaitement, on se faisait un voyage en amoureux.
On confiait notre enfant aux grands-parents et on partait pendant une semaine ou quoi, faire un petit... Ou ça peut être quelques jours, peu importe. Mais c'était un peu le moment où on se retrouvait tous les deux en amoureux et ça relançait vraiment bien la relation. Je trouve que c'est un bon truc à faire aussi. Et tu parlais des fiançailles aussi. Là où il y a les infidélités, Oui. mais tellement. Pendant les fiançailles, de dire, là, je brise un gros... Pendant le mariage, enfin pendant les fiançailles. Non, mais le nombre de femmes qui disent oui à un homme alors qu'elles ont un amant, l'homme qui vient le demander en mariage alors qu'elles ont quelqu'un d'autre, c'est quand même assez impressionnant. Au moment où tu vas t'engager avec quelqu'un, c'est un moment où la femme est très, très, très à risque de tromper son homme. Ah, waouh. Je devrais pas le dire. Là aussi, je brise un gros tabou, personne n'en parle. Mais je le dis pas du tout pour juger les personnes qui sont dans cette situation, mais pour dire que, justement, ne restez pas dans le secret et parlez-en avec quelqu'un, parce qu'effectivement, ça dit quelque chose qu'il faut interpréter. Qu'est-ce qui fait que, alors que tu es à l'aube d'un engagement, en fait, finalement, tu commences à lier une relation ambiguë avec quelqu'un d'autre. Donc ça arrive beaucoup plus que ce qu'on croit, autour du mariage, des infidélités. Alors, souvent, ce qui se passe, c'est que j'ai pas voulu voir qu'il y avait des problèmes dans ma relation. Moi, j'ai mon petit projet de petite fille, de prince, je veux me marier avec un prince, et j'ai tout organisé, et le mariage, il est tout organisé, sauf que t'as pas vu que, par exemple, t'avais pas de désir sexuel pour l'homme avec qui tu vas te marier, ou t'as pas de connexion amoureuse, et tu dis, non, mais c'est pas grave, on partage des valeurs en commun et tout, donc on y va. Et en fait... en fait, tu vas tomber amoureuse de quelqu'un d'autre, ou tu vas avoir une alchimie sexuelle géniale avec ton collègue, et tu vas dire, merde, qu'est-ce que je fais? Donc... Est-ce qu'on reconnaît une femme infidèle? Non, t'arriveras pas. Je te le dis tout de suite, t'arriveras pas. À tous les hommes qui m'écoutent, vous n'arriverez pas. Non, on est très forte. Très, très, très forte. C'est comme tu peux pas savoir si une femme, quand tu fais l'amour avec elle, si elle simule ou si elle simule pas. Vous connaissez le truc. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont capables de simuler un orgasme, qui est comme quelque chose de très intime et de très sauvage, alors qu'elles ne ressentent pas de plaisir dans leur corps. Donc elles ont une capacité à mentir qui est quand même hors pair. Comment on reconnaît un homme infidèle? Ah, c'est plus facile. En général, on le chope plus facilement. Comment? Mais peut-être que... on voit qu'il est moins investi, en fait, pour nous. Je pense que l'homme est plus entier. Il a plus de mal à mentir. En vrai, je pense qu'il a plus de mal à mentir. Je sais que ça vient contredire tout ce qu'on pense sur les hommes et les femmes. On dit qu'une femme, elle est plus entière. Quand elle trompe, après, elle va partir. Mais je crois que... peut-être que aussi, on a appris aux petites filles à montrer un certain visage de perfection, parce qu'il faut être jolie, il faut être gentil, il faut être sage et pas trop exprimer ce qu'on ressent. Et donc, il y a des femmes qui sont capables de ne pas du tout se faire démasquer. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour récupérer une femme infidèle? Surtout, ne pas agir par peur de la perdre. Il faut te dire, en fait, qu'est-ce que je veux? Je crois en notre amour? Très bien. Je garde le cap. Et je ne commence pas à m'agiter dans tous les sens pour essayer de la récupérer. Donc, très concrètement, je te jure, le meilleur conseil que je peux te donner, tu découvres que ta femme, ou elle te l'annonce, qu'elle t'a trompé. Pareil pour un homme, c'est pareil. La personne qui est infidèle, elle a décidé de ne plus respecter les règles du jeu qui avaient été mises en place à la base. Très bien, c'est sa liberté. C'est ta liberté, mais du coup, tu ne dors pas dans notre lit conjugal. Et c'est la personne qui trompe, qui part du lit conjugal, qui va dormir sur le canapé, là, à mal dormir pendant des nuits, ou qui part de la maison. Et c'est pourquoi je dis ça, c'est très important, parce que souvent, c'est pas ça qui se passe. Tu dis, oh mince, ma femme m'a trompée, je vais tout faire pour qu'elle reste avec moi, c'est moi qui vais aller dormir sur le canapé, ou qui va partir chez un copain et tout. Mais ne fais jamais ça, ne quitte pas la maison. Si toi, tu aimes ta femme et tu veux sauver ton mariage, tu restes fidèle au poste. Et tu continues à agir comme tu agis au quotidien pour la famille. Et ça, peut-être tu fais un effort pour être encore plus serviable, mais tu commences pas à lui offrir plein de bijoux, à lui faire des méga déclarations. De toute façon, elle va rien écouter, elle s'en foutra complètement. Toi, tu gardes. En fait, dans la tempête, on garde le cap. On change pas toute la direction. Et après, on va reconstruire. Mais ça, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Vous ne quittez pas le lit, c'est l'autre qui va dormir. Elle va dormir sur le canapé, elle va être mal. Je te parle de cette personne qui, en fait, tombe amoureuse de son collègue. Et là, son mari le découvre. Il lui dit, très bien, c'est ta liberté. Mais tant que tu es amoureuse de quelqu'un d'autre et que tu as une relation avec lui, tu ne dors pas ici à la maison avec les enfants. C'est pas possible, puisqu'en fait, là, tu respectes plus l'engagement qu'on avait pris. Donc, tu vas chez tes parents. Et elle dit, OK, et il va chez ses parents. Elle me dit, pendant une semaine, j'ai dormi dans le lit superposé de mon enfance, là, dans la chambre de quand j'étais petite. C'était l'enfer. Au bout de quelques jours, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? T'as qu'une envie, c'est de revenir. T'as qu'une seule envie, c'est rentrer. Et tu te rends compte de ce que tu perds, de tout ce que l'autre t'apporte. Et puis, tu te poses des bonnes questions quand t'es un peu dans le dur. Peut-être j'ai eu un couple au bord de la rupture à cause d'une infidélité de la femme, parce qu'elle était tombée amoureuse du kiné de son bébé.
Ah oui, mais c'est ça, c'est ce que je te raconte, c'est que ça, c'est arrivé plusieurs fois. Donc, des relations de couple, des familles. Après avoir un enfant. Il y a eu un bébé. Et alors le mec qui doit choper le plus de femmes, c'est quand même le kiné, quoi. L'ostéopathe, enfin, tu sais, le gars qui s'occupe un peu, qui est dans le soin, là. Un coup, il s'occupe de ton bébé, il est gentil avec toi, il te demande comment tu vas, comment vous allez, madame, ça va, vous n'êtes pas trop fatigué. Il prend soin de toi, il s'intéresse à toi. Et là, tu tombes dans le panneau tout de suite. Et si tu tombes sur quelqu'un qui n'est pas bien câblé, quelqu'un qui n'a pas des bons repères et qui, finalement, va profiter de sa faiblesse pour avoir des avantages, ça peut être grave. Donc, faites très attention. Je vous le redis, en général, les hommes sur qui tu tombes à ce moment-là de ta vie, c'est pas des gens qui sont bien câblés. En général, c'est des manipulateurs et qui vont te faire beaucoup de mal. Tu disais un truc assez fou, d'ailleurs. Et c'est contrairement aux femmes, on va parler de l'infidélité chez les hommes maintenant. Ouais. Contrairement aux femmes, tu dis que 9 fois sur 10, le couple peut être sauvé quand c'est l'homme qui est infidèle. Pas quand c'est la femme. Pourquoi ? Quand une femme est infidèle, c'est souvent fini ? Non, mais c'est trop facile. Quand un couple arrive, t'as monsieur qui a trompé madame, franchement, c'est sûr qu'on arrive à réparer le lien. Parce que tu sais qu'ils sont venus déjà chez toi, c'est qu'ils ont envie. Oui, déjà, c'est bien. Ils ne seraient même pas venus chez toi. T'as raison. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les hommes quittent rarement leurs femmes. Le divorce est demandé 3 fois sur 4 par des femmes. Alors par contre, c'est les petits malins, parce que moi je le vois aussi. C'est qu'ils quittent pas leur femme, mais ils leur fait la misère à la femme, parce qu'en fait, ils ne sont pas du tout aimants et pas du tout bons avec elle. Et n'en pouvant plus, elle demande le divorce. Mais c'est lui qui la trompe, mais c'est elle qui va demander le divorce. C'est souvent ça qui va se passer. Ça veut dire que beaucoup d'hommes manquent de courage, et je suis désolée d'utiliser cette expression, mais parce que je pense que c'est vraiment de ça dont il s'agit, pour dire, voilà ce que je veux, et je suis prêt à quitter la femme avec qui j'ai vécu et mes enfants. Ils sont bien quand même dans le confort familial, alors que les femmes, quand elles sont infidèles, surtout quand il y a une infidélité de cœur, ça veut dire qu'elles sont tombées amoureuses de quelqu'un d'autre, en général. C'est plus dur. C'est très, très dur de réparer. On y arrive. Une femme leur revient quand même assez peu. C'est quand une femme décide de partir, c'est rare qu'elle revienne. Franchement, là, on fait des gros stéréotypes, des grosses généralités, mais parfois la caricature est en deçà de la réalité. Ouais. En général, les femmes, c'est plus difficile de faire marche arrière. Certaines y arrivent, mais c'est difficile. Moi, je dis que la plus grande difficulté, quand j'ai un couple qui vient et la femme est infidèle, eh bien, par les discussions qu'on va avoir et par l'accompagnement que je vais leur proposer, souvent, il va se passer des très belles choses. Lui va comprendre ce que sa femme lui reproche, elle va comprendre que lui est capable d'écouter et d'évoluer, et il se passe des très belles choses. Mais souvent, ça va être un problème d'orgueil. Est-ce que, en tant que femme, je veux bien redonner une seconde chance à l'homme? Est-ce que je veux bien finalement changer mes plans? J'avais tout imaginé que ce serait la fin de notre relation. Je vois qu'en fait mon homme change parce qu'il a compris ce que j'étais en train de dire. Et est-ce que je vais avoir l'humilité de poser aussi un genou à terre et de me dire merci d'avoir entendu les messages et en fait je vais reconstruire avec toi. Souvent les femmes, elles peuvent être... alors que l'homme change et leur apporte enfin ce qu'elle voudrait, elles n'acceptent pas ce changement par orgueil. Ça, c'est vraiment dommage. Elles vont le regretter. C'est quoi la pire excuse que tu as entendue pour justifier une tromperie? Est-ce qu'il y a déjà eu des gens qui sont venus chez toi et qui ont dit voilà, j'ai trompé ma femme, mais bon, c'est pas de ma faute, c'est parce que... Mais ils font que ça, Guillaume. Tu crois que quand tu trompes quelqu'un, les gens, ils font que ça. Mais parfois, je dois me pincer les lèvres, tu vois, pour me dire mais je ne rigole pas, parce que tu as le mec qui justifie ou la nana qui va justifier. En général, les hommes sont très très forts pour avoir des justifications vraiment à la con, mais du genre toujours de dire... Alors, ça m'est arrivé qu'une fois. Tu sais, quand par exemple, ça m'est encore arrivé là en consultation, t'as le mec qui se fait choper par sa femme en train de regarder du porno. Et alors là, elle dit, mais putain, tu regardes du porno? Et là, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est quand même... Et là, il dit à sa femme, t'es hyper instinctive comme nana. La seule fois, la première fois, et là, je me fais choper. J'ai quand même pas de bol. Le mec, il me regarde depuis 35 ans. Et il va raconter ça. C'est extraordinaire. Non, mais génial. Attends, et donc c'est quoi la pire excuse de tromperie? Mais non, l'excuse, c'est toujours de dire... c'est la première fois? La première fois. Oh, mais c'est la première fois. Mais pas du tout ce que tu crois. T'es là, mais... Et alors moi, ce qui m'embête beaucoup, c'est que quand il vient en consultation et qu'il raconte ça, moi, je sais que le mec, il ment. Je le sais. Et je le regarde, je dis, taisez-vous, ne dites pas plus. Parce qu'il va dire, mais je te jure. Ah non, surtout, ne jurez pas. Parce que alors, du coup, ça va amplifier le problème. Question importante. Est-ce que si on trompe quelqu'un, qu'il l'apprend, qui dit « je veux tout savoir ». Est-ce qu'il faut tout lui dire? Non. Est-ce qu'il ne faut pas lui donner de détails? Non, il ne faut pas donner de détails. Surtout, ne faites pas cette erreur, je vous en supplie, ne la faites pas. Il faut lui dire, écoute, il s'est passé quelque chose, c'est vrai, voilà. Mais ne rentrons pas dans les détails, ça ne sert à rien à part se faire du mal, quoi. Là, l'autre va dire, si, j'ai besoin de savoir les détails, sinon je vais imaginer les pires choses.
et erreur de lui donner les détails. C'est du voyeurisme, de tout savoir. Vas-y, donne-moi les détails de combien de fois tu l'as fait, où et dans quelle position, pour en fait retrouver un peu la maîtrise de la situation. Donc, quand tu perds le contrôle, tu peux avoir cette envie de tout savoir pour dire « Ah, ça y est, je sais, je contrôle parce que de nouveau, j'ai une prise dessus. » Donc, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire, ça va vous desservir. Vraiment, j'insiste beaucoup parce qu'au moment même, ça va peut-être te soulager. Mais après, tu vas y repenser. Combien de personnes sont venues en consultation en me disant « Le problème, c'est qu'elle m'a tout raconté » ou « Il m'a tout raconté » et moi, je me fais le scénario dans la tête. Donc, il y a eu ces rapports sexuels dans cette position. Quand on a de nouveau cette position, moi, je pense. Et donc, en fait, attention à ne pas tout dévoiler. Par contre, de dire la vérité. La vérité, c'est... en fait, c'est ça qui m'a troublée chez cette personne, chez cet homme. C'est ça que j'ai aimé dans la relation. C'est ça que je comprends de notre relation. Et donc, en fait, la vérité n'est pas la transparence. Tu vois la distinction ? La vérité, c'est... Ouais, vraiment, en fait, je sens que ça m'a fait quelque chose et j'ai expliqué ce que ça m'a fait. La transparence, c'est donner tous les détails. Donc, la transparence, non. La vérité, oui. Un peu de tromperie dans un couple, est-ce que ça peut relancer un couple ? De tromper une fois, est-ce que si la femme regarde, un homme regarde, là, il se pose la question. Tiens, j'ai envie d'aller essayer une fois, ça me fera du bien, ça va me relancer un peu sexuellement. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? Alors, il y a déjà une chose qui est une vérité, c'est que beaucoup de personnes peuvent témoigner que quand elles sont tombées, par exemple des femmes qui tombent amoureuses de quelqu'un d'autre que leur conjoint, en un coup, elles vont ressentir une libido beaucoup plus forte et ça peut relancer la vie sexuelle du couple de sentir une attirance sexuelle pour quelqu'un d'autre que son conjoint, sans être passé à l'acte. Mais tu vois, il y a cette espèce de tension en fait sexuelle et que tu vas évacuer dans ta relation de couple. Et il y a plein de gens qui peuvent dire que c'est au moment où elles étaient, des femmes surtout, elles étaient amoureuses ou désireuses de quelqu'un d'autre, qu'elles ont une vie sexuelle assez dingo avec leur compagnon, quoi. Alors, est-ce que ça peut relancer de passer à l'acte ? Rarement. Parce qu'en fait, quand tu passes à l'acte, ça crée un lien. Et ce lien-là, en fait, plus tu vas avoir des rapports sexuels avec la personne, plus tu vas te lier émotionnellement, plus ça va être difficile de couper. Parce qu'on s'attache. Est-ce que la prostitution est un sujet de tromperie ? Ben, bien sûr que oui. Et les gens, alors plutôt les hommes, hein, principalement, ont recours à la prostitution, mais... Plus que les femmes. Les femmes, ouais, beaucoup plus que les femmes, évidemment. Mais c'est très impressionnant. Moi, j'ai beaucoup de consultations parce que l'homme va avoir de la prostitution. Et en fait, un jour, sa femme le découvre à la faveur d'un texto, un machin. Bon, évidemment que les nouvelles technologies, c'est quand même compliqué de cacher les choses. Hein. Et en fait, ça va être un tsunami, ça va être l'effondrement en général pour l'épouse qui est à milieu d'imaginer que son mari est capable d'aller voir des prostituées. Donc ça, c'est souvent très, très, très violent dans une relation. Ouais. On parlait tout à l'heure des fantasmes, les fantasmes sexuels des Français en 2024. 70% des hommes et 40% des femmes, un peu moins, pensent à leur fantasme au moins une fois par semaine. C'est-à-dire qu'on a souvent le même truc dans la tête, quand même. Quel est le fantasme le plus récurrent pour les hommes et pour les femmes que toi, tu as entendu ? Après, il y a des trucs hyper classiques. Hein. Tu sais, le grand truc classique, c'est pour les hommes faire l'amour avec 2 femmes et pour les femmes faire l'amour avec une femme. Ça, c'est les trucs les plus classiques. Alors, moi, là, je te fais pas un sondage IFOP. Je te dis de ce que j'observe. Tellement classique. Comme quoi, les femmes, on a la cote. Hein. C'est toujours ça. Ouais. c'est beaucoup. Ouais. Alors, le coup de l'homme qui a envie de faire l'amour avec 2 femmes, ça, c'est d'une banalité sans nom. Mais ça, c'est sûr. C'est la base. Et en général, c'est marrant parce que j'entends peu d'hommes qui vont faire l'amour plusieurs hommes avec une femme. En général, ils aiment bien être le seul homme avec plusieurs femmes. Mais ça doit être génétique, non ? Il doit y avoir un truc dans la reproduction ou... Il doit y avoir un truc dans la puissance et dans la... Et puis alors pour les hommes, c'est plutôt le côté, mais je pourrais satisfaire plusieurs femmes. Et ça doit être extraordinaire de satisfaire sexuellement plusieurs femmes. Et pour les femmes qui sont attirées par d'autres femmes, c'est aussi de découvrir une sexualité qui est peut-être plus dans une forme de sensualité, dans un plaisir qu'elles peuvent peut-être pas ressentir avec leur homme. Et donc, elles sont attirées par ce type de sexualité-là aussi. Et les fantasmes les plus étonnants que tu as entendus ? Ça, j'ose pas dire. J'ai entendu des trucs fous. Mais fou. C'est vrai que c'est assez... Un truc que tu as entendu qui t'a surpris, pas tous, mais juste un exemple, tu vois, ça peut être quoi un fantasme? Alors, un peu moi, surprenant. quelque chose qui personnellement m'a surpris, mais qui existe, hein, qui est très connu, mais la première fois que tu l'entends, t'es quand même un peu déconcerté. T'es prêt? Je suis pas sûre que tu vas la garder, la séquence. C'est un homme ou une femme qui a un peu ce fantasme-là? Il peut y avoir des hommes et des femmes, d'accord? C'est le fantasme, c'est-à-dire que tu es excité quand tu joues le bébé qui met des couches. Tu me suis? Ouais, donc en fait, j'ai entendu, t'as déjà entendu ce truc-là? C'est un peu gênant. On l'aime pas trop, hein, celui-là. Ouais, c'est un peu bizarre. Hein. C'est-à-dire que la première fois que tu l'entends, tu dis, t'hésites entre rire nerveusement ou alors être un peu mal à l'aise et gêné, enfin les deux. Mais c'est un fantasme qui existe.
Ça veut dire d'être vraiment cette espèce de régression, l'odeur des couches, l'odeur du bébé. Mais il paraît même qu'il y a des mobiliers en fait, pour adultes qui géants, jouent, en fait, de porter une couche, de changer la couche. Et en fait, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire pour être excité par ce genre de scénario? Et en fait, moi, tu vois, mon rôle, c'est de ne jamais juger les gens. Et d'ailleurs, je ne le fais jamais. La personne arrive, elle me raconte quelque chose qui peut au départ être assez déroutant. Et ce que j'adore dans mon métier, c'est que je vais dire, ok, c'est surprenant, mais dites-moi en plus. Et je vais être curieuse de l'autre. Et je vais essayer de comprendre ce qu'il a amené à vivre ça, comment est-ce qu'il le vit. Et tu rentres vraiment dans la tête de l'autre, dans le monde de l'autre. Et c'est assez passionnant, moi j'adore. Donc tu as zéro jugement et tu essaies de comprendre, est-ce que la personne est à l'aise avec ça ou elle n'est pas à l'aise, et puis où est-ce que ça peut poser problème, et qu'est-ce que ça peut dire en fait de ce qu'il vit actuellement. Donc non, c'est génial. Donc même moi, mon métier, tu vois, c'est de ne jamais juger. Alors, tu vois, je serais dans une soirée avec des copains, on me raconterait un truc, je pourrais avoir une certaine réaction. Dans mon cabinet, pas du tout. En fait, tu es passionné par l'humain et tu es passionné par ce que tu entends. Voilà, pas de jugement. Tu parlais tout à l'heure, tu disais les hommes sont très psychologiques pour parler d'impuissance et de problèmes de sexualité. Qu'est-ce que ça veut dire très psychologique? Mais ça veut dire que les hommes, la moindre petite émotion là, de stress, d'insécurité, fait que plus rien ne fonctionne. Et ça se voit tout de suite. Donc, le cœur est quand même très connecté, évidemment, au corps. Est-ce que les hommes ont toujours envie de faire l'amour? Non, complètement faux. Bien sûr que les hommes n'ont pas toujours envie de faire l'amour. Faut arrêter avec cette croyance. C'est génial que tu poses ces questions, hein, parce que souvent on se dit que c'est les femmes qui ont moins de libido que les hommes. Mais c'est faux. Il y a plein d'hommes qui ne ressentent pas de libido pour leurs femmes, qui ont moins de désir. Alors déjà, tu es stressé par ton travail, tu es fatigué, donc tu as un état d'épuisement ou par les enfants, ou peu importe quelle est la cause. Quand tu es fatigué, quand tu es stressé, ça ne fonctionne pas bien. On va tout à l'heure avoir, dans un instant, Céline, qui est addict au sexe. Ça peut s'appeler nymphomane, ça peut s'appeler, je crois, le terme nymphomane. Depuis 2018, l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, reconnaît les comportements sexuels compulsifs comme un trouble mental. C'est fou. Le fait d'avoir toujours envie. Voilà. Est-ce que tu rencontres souvent, toi, de l'hypersexualité? Bien sûr. Et bien sûr, ça fait partie, ça c'est mon travail aussi. Et c'est de comprendre, tu dis, on a toujours envie. Ce qu'on va distinguer, c'est ce qui est de la pulsion sexuelle, qui est différent du désir sexuel. La pulsion sexuelle, c'est tu as envie de sexe. Peu importe avec qui, j'ai envie de dire, c'est tu as envie de sexe. C'est-à-dire que tu as envie de ce plaisir sexuel. Le plaisir sexuel, il apporte un soulagement, une détente, un bien-être. Pour certaines personnes, quand elles sont stressées, qu'elles s'ennuient, qu'elles sont frustrées, qu'elles sont en colère, qu'elles sont tristes, bref, quand elles ont une émotion désagréable, elles vont rechercher du plaisir sexuel qui apporte un soulagement, une détente, un bien-être, et elles sont bien sur le moment. Le problème, c'est que le plaisir sexuel ne va pas résoudre la cause de ma tristesse, de ma frustration, de mon stress, de ma colère. Et donc, finalement, le problème va revenir, et c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle une sexualité compulsive. C'est exactement la même chose qu'on peut avoir avec la nourriture. Quand tu manges de façon compulsive, tu sais, par exemple, tu n'as pas faim. Tu viens de te faire larguer par ton mec, tu prends un pot de glace et tu vas bouffer tout le pot de glace. Alors, sur le moment, c'est agréable de manger ta glace, mais non seulement ça va pas te faire revenir ton mec, en plus tu vas prendre 10 kilos en trop, donc tu vas être désespéré. Donc c'est un mauvais moyen pour répondre à un vrai besoin qui est celui d'être consolé. C'est la même chose avec les achats compulsifs. Tu vois, tout ce qui est un peu compulsif. Tu es à un état pas bien et puis tu vas chercher un plaisir immédiat. La différence avec le désir sexuel, ça est dans la rencontre, dans la relation. Je vois cette femme, je vois cet homme et je me dis, j'ai envie de lui ou d'elle. Ça n'a rien à voir, tu vois. Le désir, il naît dans la rencontre. La pulsion, elle naît avec des émotions désagréables qu'on ressent. Une nymphomane peut avoir envie non-stop? Non, c'est-à-dire qu'elle ressent en permanence cette tension sexuelle, mais en général, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est quel est l'état de tension qui explique ça, c'est-à-dire quel est l'état de mal-être qui explique qu'il y a toujours une envie de sexe. C'est pas un taux d'hormones plus élevé, par exemple? Ça peut aussi s'expliquer, mais pas du tout. Chez les hommes, ça existe, ça, les taux d'hormones beaucoup plus élevés, où il y a des taureaux, des taureaux. Mais nous, les autres humains, on n'est pas que des animaux. C'est-à-dire qu'on a cette partie animale, donc c'est important. Ça va être aussi intéressant d'aller quand même faire une exploration un peu médicale pour voir s'il y a quelque chose qui est un peu déréglé à ce niveau-là. Mais on a aussi une volonté, une intelligence. Et donc, on peut aussi décider de faire autrement. C'est pas parce que je ressens la chose dans mon corps que je dois nécessairement assouvir ma tension. Et le problème, c'est ça. C'est quand tu perds ta liberté. Ça veut dire que tu veux pas, mais tu le fais quand même. C'est plus fort que toi. Et le problème, c'est pour ça que c'est vu comme quelque chose à soigner avec des thérapeutes, parce qu'il n'y a plus de liberté quand on est trop en prise à ses pulsions sexuelles. Les relations toxiques, c'est un truc un peu à la mode, on entend ce terme un peu à droite, à gauche, pervers narcissique, relations toxiques.
Est-ce que ça existe et qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, on entend parler. Alors, déjà, un truc, toute personne qui va se séparer va dire mon mec est un manipulateur ou un narcissique, ma femme est une personne narcissique, j'en sais quelque chose. Moi aussi, j'ai reçu ces insultes-là. Je dis des insultes parce que c'est une façon de vraiment mépriser la personne quand il y a en fait une rupture. Tu veux absolument trouver un fautif et en général, on va donner cette étiquette-là. Donc, on arrête, c'est des grosses conneries, ce discours-là sur le pervers ou le manipulateur. Tout le monde est pervers, tout le monde est manipulateur et en général, c'est celui qui dit qu'il est. Voilà, on va rester là-dessus. Donc, on arrête là-dessus, celui qui dit qu'il est. Le point important, c'est... Implique à ton ex-mari, quoi. Ouais, non, mais bien sûr, à tous ceux qui disent des conneries sur les gens, mais bien sûr, ça ne parle que des gens de eux-mêmes. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a énormément de relations qui sont toxiques, de relations qui sont perverses, de relations de manipulation. C'est pas que la personne est mauvaise en soi, c'est que la façon dont on va mettre en place notre relation, elle est malsaine, elle est toxique, elle nous étouffe au lieu de nous donner un surplus de vitalité et de joie. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de relations toxiques aujourd'hui? Une des raisons, c'est que la majorité des gens vont choisir quelqu'un pour réparer les blessures de son enfance. C'est-à-dire que j'ai manqué de choses de la part de mon père ou de ma mère et je vais chercher quelqu'un qui va me donner ce dont j'ai manqué. J'ai manqué de paroles valorisantes. Je vais chercher un mec qui me fait des compliments toute la journée. J'ai manqué de gestes de tendresse. Je vais chercher un mec qui va me donner des gestes de tendresse. On dit qu'on va chercher son père, chercher sa mère. Ouais, en fait, c'est plutôt le côté donne-moi ce qui m'a manqué quand j'étais enfant. Alors, quand tu vas le recevoir, tu vas être trop bien. Imagine, tu tombes sur quelqu'un qui t'apporte ce que tu n'as pas reçu de la part de ton père ou de ta mère. Tu es trop bien en ce moment. Mais le problème, c'est que tu entretiens dans ces relations-là une relation exactement identique à celle du drogué avec son dealer. Moi, je suis une droguée en manque. J'ai des manques, d'accord? Tu me fais goûter, tu me donnes un shoot d'amour. Un compliment, pouf, ça me rend super bien. Je suis trop bien, je suis pleine. Sauf qu'après, les fers descendent. J'ai besoin que de nouveau, tu me donnes ma dose d'amour. Donne-moi ma dose, comme ça, je suis bien. Et puis, dès que l'effet disparaît, je suis pas bien. Je suis bien, je suis pas bien, je suis bien, je suis pas bien. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais t'utiliser comme un dealer, tu vois? Comme une drogue, donne-moi ma dose. Mais le drogué, il n'a aucun amour pour son dealer. Il aime son dealer, pas pour ce qu'il aime, mais pour ce qu'il lui donne. Tu comprends? Et dans plein de relations, les gens, tu aimes l'autre, pas pour ce qu'il est, pas pour sa personnalité, mais pour ce qu'il te donne. Quand il ne te donne plus ce que tu veux, tu vas chercher ailleurs. Pas le drogué en manque. Son dealer n'est pas dans le coin, c'est pas grave, il va trouver un autre dealer. Peut-être qu'il va lui donner une dose encore meilleure. Et puis si justement, tu peux aussi dire, toi tu me donnais ça, mais je vois un homme qui peut me donner encore plus. Tu me donnais un petit confort matériel, merci. Mais je vois un mec qui est plus riche que toi, qui peut me donner encore plus. Je vais aller chez l'autre. Et c'est comme ça aussi que la fidélité n'est pas trop possible. Donc, pose-toi la question quand tu es en couple, c'est est-ce que j'aime l'autre pour ce qu'il me donne ou j'aime l'autre pour ce qu'il est? Et c'est comme ça que tu vois une relation qui va être malsaine, c'est parce que tu vas l'utiliser comme un dealer. Et une relation saine, c'est parce que tu veux être dans une vraie égalité et dans une construction à deux. Pour finir sur la rupture, on parle d'amour, de sexe, la rupture, la fin. En moyenne, chaque année en France, 3% des couples se séparent. Donc je parle des mariés, pacsés, union libre, etc., selon l'INSEE. Quel est le meilleur moyen de se séparer et d'annoncer une rupture? Le meilleur moyen de se séparer, c'est de prendre sa responsabilité dans la séparation et de comprendre une chose. On est responsable à 100% chacun de la relation qu'on crée. C'est pas 50-50, c'est 100%, 100%. Ça veut dire que si on en est là aujourd'hui, eh ben je suis 100% responsable de là où on en est aujourd'hui. Et tu es 100% responsable. C'est-à-dire que j'arrête de dire « c'est toi le problème, et tu as fait ça, et tu as fait ça, et tu as fait ça ». On arrête d'accuser l'autre. On prend sa part de responsabilité. Là, je parle avec un homme là, en consultation qui me dit « j'ai eu trois relations. À chaque fois, je tombe sur des femmes, mais c'est pas possible. Je tombe vraiment sur des filles, mais des tordus et tout. » Et puis, à un moment, je me suis posé la question, je me dis « mais le dénominateur commun entre ces trois femmes, c'est moi ». Ben oui, c'est toi, mon coco. Comment tu choisis tes femmes? Comment tu construis la relation avec elles? Et donc, pose-toi la question de qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Donc, consacrez toute votre énergie dans la rupture à penser à vous remettre en question. Même si c'est vous qui subissez la rupture. Oui. Mais posez-vous la question, qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivée là? Et ne dépensez pas d'énergie à essayer d'analyser l'autre, de le comprendre, son histoire, son enfance, on s'en fout. Pensez à vous. Pourquoi vous êtes encore dans cette situation, par exemple, d'échec? Qu'est-ce qui s'est passé? Et comment vous pourriez faire autrement? Comment on se remet d'une rupture, justement? On pense à ça? Moi, je pense qu'il y a une chose que j'aime bien, c'est Christiane Singer qui dit ça, c'est qu'il n'y a aucune relation qui est inutile. C'est de se dire, tiens, j'ai vécu cette relation. Peut-être que
elle m'a fait un moment du mal, mais c'était pas inutile, j'ai appris des choses. Alors, 2 questions à se poser. Qu'est-ce que j'ai adoré dans cette relation et que je veux revivre dans mes prochaines relations? Et qu'est-ce que je n'ai pas aimé et que je ne veux plus jamais revivre dans mes autres relations? Prenez ce temps dans la rupture de vous dire qu'est-ce que j'ai appris de cette relation, même si elle était difficile. C'est vraiment un point important. Et moi, personnellement, ça m'a aussi beaucoup aidé. C'est ça que j'aime bien transmettre ça, parce que de me dire, il n'y a pas de relation inutile. Elles nous apprennent toutes des choses sur nous-mêmes. Et une fois qu'on a cet état d'esprit, on vit la rupture de façon beaucoup plus sereine, sans accuser l'autre, sans être dans la haine. Faites attention à ça, parce que quand tu es dans la haine, tu es encore lié à l'autre, et ça peut te pourrir des années. Donc, il faut se libérer. Et je vais vous dire une chose, c'est que je pense qu'on a réussi sa rupture. Et ça, j'ai découvert pour moi-même aussi. On a terminé sa rupture et on a réussi sa rupture le jour où pas seulement on a pardonné à l'autre, mais on s'est pardonné à soi. Le jour où tu te pardonnes à toi-même de là où tu en es dans cette situation. C'est-à-dire de dire, mais j'ai fait des erreurs et je me pardonne d'avoir fait ces erreurs. C'était là, moi, à ce moment-là. J'ai fait comme j'ai pu avec les moyens que j'avais et je vais faire autrement. En général, quand tu en veux à l'autre, c'est parce que tu t'en veux à toi-même. Tu vois, il y avait des trucs que tu aurais pu faire différemment et tu n'acceptes pas. Donc, se pardonner à soi-même de ses erreurs dans la relation permet de retrouver de l'apaisement et du coup d'avoir un cœur qui est apaisé pour peut-être reconstruire quelque chose qui est beaucoup plus sain. Et au fur et à mesure, voilà, on apprend de ses erreurs. C'est un peu bête de dire comme ça, mais c'est vrai. Le sexe après 60 ans, est-ce que ça évolue? Est-ce qu'on peut continuer dans des relations? Est-ce que ça continue aussi fort? Est-ce que ça se calme après la ménopause, l'andropause chez les hommes, etc. Mais est-ce que après 60 ans, on peut avoir une vie sexuelle épanouie? Il y a deux chemins. Il y a ceux qui vont arrêter d'avoir une vie sexuelle épanouie quand vient la ménopause, l'andropause, qui est un peu l'équivalent pour un homme, mais ça veut dire vraiment le corps est moins disposé à l'acte sexuel et donc les choses s'arrêtent. Et puis il y a ceux qui se disent on rentre dans une nouvelle phase de notre vie et on va redessiner une sexualité qui nous ressemble. On va vivre les choses autrement. Non, tu ne vas pas vivre ta sexualité de quand tu avais 20 ans, mais tu peux vivre autre chose qui peut être encore mieux. Moi, j'ai des témoignages de personnes qui ont dépassé 50 ans, 60, 70 ans, qui ont des vies sexuelles très épanouies. Il faut savoir qu'on peut faire l'amour jusqu'au restant de nos jours, donc c'est vraiment magnifique, on peut faire l'amour toute notre vie. Mais ils vont la vivre peut-être autrement, avec peut-être plus de sensualité, plus de lenteur, plus de délicatesse, plus d'attention à l'autre. Et ça peut être bien meilleur que ce qu'on a connu quand on était adolescent. J'ai des copains, moi, qui sont des éternels célibataires. Ah oui. Ils sont pas moches. Ils sont pas, y a pas de problème notable. Ouais. Je les connais, ils sont drôles, machin. Et pourtant, ils n'arrivent pas à avoir des relations. Je les ai jamais connus avec des femmes. Ouais. Est-ce qu'il y a des éternels célibataires? Ah oui, et les éternels célibataires, c'est que derrière, c'est en fait au fin fond, c'est que souvent qu'il y a une peur de la connexion. C'est-à-dire qu'on veut tous être en lien. On est fait, nous les êtres humains, pour être en relation. Mais on peut aussi avoir peur de la relation. On peut avoir peur de l'intimité. Pourquoi on a peur? C'est que si on a vécu des choses dans notre enfance, dans notre adolescence, dans le jeune âge adulte, qui nous ont blessés alors qu'on était en lien, on peut avoir peur de revivre ça. Et donc, on met en place des espèces de mécanismes de défense pour saboter nos relations. Moi, je fais beaucoup de choses avec les célibataires. J'ai beaucoup de célibataires en consultation. Et je fais aussi, depuis plusieurs années, des stages réservés aux célibataires. On va travailler pour comprendre qu'est-ce qui nous empêche de créer la connexion. Et il y a une activité que j'adore faire avec eux. Donc, c'est un peu une espèce de coaching en groupe, quoi, si tu veux. C'est de dire, qu'est-ce que je fais de mieux pour saboter chacune de mes relations? C'est intéressant de voir ça. Et alors là, mais qu'est-ce qu'on rit? Mais qu'on rit, parce qu'il y en a qui disent, je vais me focaliser sur un petit défaut, je vais... je vais, en fait, qu'est-ce que je vais mettre en place pour faire en sorte que ça ne marche pas, quoi? Et ça, posez-vous la question. Je rencontre quelqu'un, et qu'est-ce que je vais faire pour que ça foire? Et souvent, on a tous un peu notre masterclass. Par exemple, moi, ce que je fais de super bien, je suis très, très douée pour ça, c'est que je rencontre quelqu'un qui me plaît. Et là, je vais commencer à lui dire, mais tu sais qu'il y a Pierre-Paul Jacques aussi qui me court après. Je vais le mettre en stress, le mec. Tu vois, je vais lui dire qu'il y a plein de concurrents. Ça, c'est ma masterclass. C'est ce que je fais de mieux pour insécuriser le mec, pour qu'il dise, putain, Thérèse, elle est hyper flippante comme nana, parce qu'il y a plein de mecs autour d'elle, et donc, en fait, elle va m'échapper. Et là, je le mets comme ça en place dès le début. Le gars, il est fichu. Et dans ma relation, je la fous en l'air, parce que je mets de l'insécurité dès le début. Ça, c'est une stratégie, tu vois. Et ça marche très, très bien, en fait. Tu vois, tu mets en stress l'autre. Et chacun a sa petite stratégie. Il y en a d'autres qui disent, voilà, je sors pas, ou bien au contraire, j'enchaîne les relations. Tu vois, mais tu fais ça parce que t'as peur. Parce que t'as peur. C'est quoi le bon âge pour faire sa première fois? Est-ce que s'ils posent la question, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Le bon âge, évidemment qu'il n'y a pas un âge en tant que tel. Quoique, il y a quand même, c'est important de le rappeler,
il y a une forme il y a une maturité qu'il faut avoir pour avoir la première fois. C'est-à-dire qu'en France, on présuppose qu'en dessous de 15 ans, on n'est pas capable de poser son consentement. Le consentement, c'est un indispensable pour avoir une relation sexuelle avec quelqu'un. Le consentement, ça veut dire que c'est avec ma tête, mon intelligence, je dis, je suis d'accord d'avoir ce type de relation avec toi. Donc, il faut avoir eu l'information sur de quoi il s'agit, de pouvoir se sentir pleinement libre, il n'y a pas de contraintes, de menaces, etc. Et de pouvoir aussi être capable de dire non à la personne pour s'assurer qu'on dit un vrai oui. Et quand on est enfant, quand on est aussi un très jeune adolescent, c'est difficile d'être encore pleinement libre. Et c'est pour ça qu'il y a quand même un âge qu'on a décrété. En fait, cet âge-là, c'est vraiment un repère, mais c'est important aussi d'avoir certains repères. Donc ça veut dire aussi que même si tu es très amoureux de quelqu'un à 12 ans, c'est pas parce que tu es très amoureux que tu es capable de pouvoir vivre vraiment une vie sexuelle. Ouais, c'est pour ça que c'est pas juste les sentiments, ça demande aussi l'engagement, la volonté, de l'intelligence. Et donc le meilleur âge, c'est celui où tu es capable de dire oui, je le veux et j'en ai vraiment envie. On va faire rentrer pour terminer Céline, 37 ans, depuis 1 an et demi, elle a découvert qu'elle était addicte au sexe, elle a découvert sur le tard, ça va nous expliquer. Elle est infirmière, elle a vu notre message sur les réseaux sociaux, on a appelé, justement, on a dit tiens, on a fait un appel, si vous êtes concerné, n'hésitez pas à nous écrire, on va la faire rentrer pour qu'elle nous explique justement sa sexualité. C'est parti. Allez, ça y est, il y a Céline qui vient de rentrer. Bienvenue Céline. Merci, bonjour. Merci d'avoir réagi à notre post. Je crois que c'est une amie qui a vu, c'est ça, une de tes amies. Il y a 3 jours. Et du coup, elle me l'a envoyé pour rigoler. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu veux rigoler? Tu me connais très bien. Je vais envoyer un mail et puis on va voir ce que ça donne. Incroyable. Et puis 2 jours après, je suis contactée par vos équipes, c'est trop cool. Bah écoute, je te remercie de venir, parce que c'est pas facile de venir parler de ça et d'assumer. Bah, en vrai, les gens, ils pensent que c'est pas facile, mais enfin... Si on trouve que c'est pas facile, on s'assume pas, et au final, si on s'assume pas, on l'accepte pas. Donc il faut être totalement décomplexé, et c'est comme ça que ça fonctionne. Tu disais que tu avais découvert ça dans ton message il y a 1 an et demi. Ça veut dire quoi concrètement? Toi, t'es infirmière. Ouais, moi je suis infirmière. En fait, j'étais en relation avec mon ex-conjoint, le père de mes enfants. On est restés 11 ans ensemble. Ce que toi, t'as qualifié tout à l'heure de relation toxique, où en fait, j'étais vraiment dans un confort et j'avais pas de libido, je faisais de l'amour pour devoir conjugal, vraiment, voilà. Et on s'est séparés. Et en fait, j'ai découvert que fait, mon corps il était capable d'autre chose. Et en vrai, du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est bien. Et ça procure du plaisir. Et pourquoi on s'en prive, en fait? Ouais, c'est cool, quoi. C'est gratuit. C'est gratuit, total. C'est un des rares plaisirs gratuits. Ouais, complètement. Et donc, du coup, j'ai découvert le monde du libertinage, dont vous avez déjà parlé dans une émission précédente. Oui, on a reçu un couple libertin. Tout à fait. Mais ouais, voilà, donc j'ai découvert le monde du libertinage, qui est un monde qui m'a aussi permis de prendre confiance en moi, en mon corps, entre ce que je suis, ce que je peux en faire, et comment je peux prendre du plaisir, du coup, finalement. Et comment t'as découvert ça? Alors, en fait, j'ai un ami depuis un petit moment qui est libertin depuis 10 ans et qui m'a dit écoute, Céline, qu'est-ce que t'en penses si peut-être, éventuellement, tu te réinscrivais sur le site, c'est un site de rencontres libertines, etc. Je me suis dit, pourquoi pas, je vais faire le test. Et je me suis réinscrite, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait rentrer dans ce monde-là, qui est un monde en fait de bienveillance, de gentillesse, de respect et au final de plaisir. Et en fait, ça ne tourne pas que autour du sexe, ça tourne autour de la rencontre, de l'échange, de la bienveillance, encore une fois. Et c'est comme ça. De l'humain autour, quoi. C'est totalement ça, de l'humain. Tu le fais plusieurs fois par semaine avec d'autres personnes. C'est quoi ton rythme? Alors, on dit accro au sexe, ça veut dire quoi? Alors, je me définirais pas comme accro au sexe, comme tu en as parlé tout à l'heure, parce que c'est pas un besoin, c'est une envie. C'est-à-dire que... Ouais, tu te limites plus, quoi? Si, je me limite. Parce que voilà, je suis mère de 2 enfants, je les ai en garde alternée. Donc nécessairement, les semaines où je les ai, c'est un peu limité quand même, sur les sorties, les accueils, et voilà. Donc c'est un peu compliqué. Mais sinon, non, je me limite pas. Il y a des gens que je connais, que je vois régulièrement, d'autres moins. Je sors en club... en fait, ils me connaissent, j'y suis un week-end sur 2. Voilà, c'est grosso modo comme ça que ça se passe. Ça m'arrive d'accueillir des gens chez moi, d'aller chez d'autres. Oui, comme tout le monde, en fait. Ouais, voilà. Mais c'est quoi qui te différencie d'une autre personne? C'est que tu vas en club régulièrement? Ouais, et que j'ai des échanges vraiment complètement décomplexés avec les gens, et je l'assume aussi devant tout le monde. Oui, t'es pas coincé du tout à ce niveau-là. Non. Tu te dis, t'es décomplexé. Totalement. C'est quoi le truc que tu as fait que tu n'aurais jamais pensé faire avant de découvrir un peu ce monde?
En fait, ce monde, si tu veux, je le connaissais pas parce que je n'y étais pas entrée avant. Mais mon ex, le père de mes enfants, avait une envie libertine qu'on avait essayé d'explorer. Ça s'appelle le candolisme. Je sais pas si tu connais. C'est-à-dire quoi concrètement ? C'est le fait de voir ta femme ou ton mari avoir des relations sexuelles avec quelqu'un. Soit en face de toi, soit pas, avec des vidéos, des récits, etc. J'avais essayé d'entrer dedans pour lui faire plaisir, ce qui est une totale mauvaise idée, parce que du coup, quand on n'a pas envie, en fait, ça fonctionne pas. Du coup, j'ai pratiqué ça, mais en tant que... avec un couple, mais c'est la femme qui nous regardait. Ça, jamais de la vie, j'y aurais pensé, parce que pour moi, c'était va des rétro satanes, c'est rien du tout, je ferais jamais ça. Et aussi les relations bisexuelles avec les femmes. Jamais de la vie, je pensais trouver du plaisir avec une femme, clairement. Tu es pas en couple aujourd'hui ? Non. Tu as envie de te remettre en couple un jour ? Alors, ça, c'est une question qui s'est posée parce que je me suis remise 2 fois en couple avec des gens qui n'étaient pas du milieu libertin. Et le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à accepter ce mode de vie. Et de fait, si un jour je devais me remettre en couple, je pense sincèrement qu'il faudrait que je me remette en couple avec quelqu'un qui est dans le même mode de vie et même mode de réflexion. C'est une bonne question pour finir, ça, Thérèse. On n'a pas parlé du tout, toi qui es sexologue, du libertinage. On a parlé des couples libres, c'est-à-dire totalement libres, donc chacun va faire ce qu'il veut à droite à gauche. Tu disais que c'était compliqué de faire durer un couple comme ça sur le très long terme. Est-ce que le libertinage, c'est une solution pour certains couples, pour repimenter le truc ? Quelle est ton opinion, toi qui es thérapeute de couple ? Est-ce que tu le conseilles parfois ? Ouais, mais en fait, justement, dans ton témoignage, tu le dis bien, c'est que le problème, c'est toujours si j'accepte de faire quelque chose pour faire plaisir à l'autre, dans l'espoir que ça va relancer notre relation. Ne faites jamais rien sexuellement pour faire plaisir à l'autre. Faites-le pour vous faire plaisir à vous, parce que vous en avez envie, vous. Ça change tout. Et ça, donc, il faut avoir une grande vigilance. Parfois, on a peur de perdre l'autre. Il vient avec son fantasme, il est un peu oppressant. Il se dit, allez, je veux pas paraître pour quelqu'un de coincé, je veux le garder. En fait, toujours quand on agit par peur dans une relation, ça ne marche jamais. Agissez par amour pour vous et amour pour l'autre. Il viendra, en fait, dans la foulée. Mais donc, c'est important parce que tu as bien vu que, en vivant cette expérience, pour lui faire plaisir, ça n'a pas été. Et puis, quand toi, tu l'as voulu pour toi, parce que tu avais envie d'explorer ta vie sexuelle, ça a eu une toute autre résonance dans ta vie. Exactement. Donc, jamais de compromis quand on est en couple. Mais après, pour rebondir sur ce que tu dis, je connais un couple de personnes qui sont entrées ensemble dans le libertinage, qui ont établi leurs propres règles, et en fait, pour qui ça fonctionne extrêmement bien, et ils sont... Et ça peut durer. Et ça dure. Et donc, c'est intéressant parce que du coup, on a peut-être aussi, là aussi, une réponse. C'est comme tu dis, ils sont entrés ensemble. Ça veut dire que leurs règles du jeu étaient très claires dès le départ. Et donc, forcément, et comme tu le dis, si tu veux rencontrer quelqu'un, tu voudrais avec quelqu'un avec qui tu partages les mêmes valeurs, c'est la même façon de voir la relation. Et on en revient en fait à un fondamental dans une relation, c'est est-ce qu'on partage les valeurs en commun ? Est-ce qu'on a les mêmes règles du jeu ? Est-ce qu'on veut la même chose ? Et on peut régulièrement se reposer la question, parce qu'on évolue dans une vie, et quand on s'engage, quand on est toute jeune, et puis on va changer, on peut se poser la question à plusieurs moments donnés de la vie, est-ce qu'on va changer nos règles du jeu ? Et le plus important, c'est qu'on soit tous bien d'accord. Et tu as vu des couples libertins pour qui ça dure ? Oui, mais justement, ça dure que si tout le monde est bien en accord dès le départ et que les règles du jeu sont très claires. Mais souvent où ça ne dure pas, c'est qu'on va mettre ces règles du jeu pour faire plaisir à l'autre, et là c'est bancal, et là ça va foirer. Et ça marchera pas. Ça marchera pas. Et il faut savoir que les règles sont toujours évolutives. Oui, exactement. Donc on peut les fait évoluer au fur et à mesure. Ça peut pas être figé dans le temps. Ouais. Tu peux pas dire, alors aujourd'hui on va se lancer dans le libertinage, écoute, on va faire des choses que ensemble. Ok, il n'y a pas de problème, mais à un moment donné, peut-être qu'il y en a un qui aurait voulu faire des plans solo, l'autre aussi. Est-ce que tu es d'accord ? Est-ce que tu n'es pas d'accord ? Et ça, j'en vois plein au fur et à mesure qui évoluent dans ce sens-là, à savoir, ok, vas-y, je te laisse faire, mais parce que je connais cette personne et j'ai confiance en elle, vas-y, je te laisse faire de ton côté. Enfin, voilà, les règles ne sont pas du tout figées dans le temps, elles sont évolutives, et c'est aussi pour ça que ça évite au couple de s'enfermer dans une routine même. Et en fait, ce que je trouve hyper intéressant, même si pour soi on veut garder une forme d'exclusivité amoureuse et sexuelle, il y a quelque chose de magnifique dans cette façon de vivre la sexualité, c'est que ça invite à se connaître soi et à entrer en dialogue avec l'autre, et de parler de ses désirs, de parler de sexualité. Et ça, c'est vraiment un indispensable aussi pour une vie heureuse et épanouie. Donc moi, j'aime bien piquer toutes ces petites choses-là au couple libertin, dire ils osent parler de ça. Le rapport à la jalousie qui est beaucoup plus apaisé, tu parlais de la bienveillance, etc. Et tout ça, on peut le vivre au sein de sa propre relation. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre aussi de ces personnes qui explorent d'autres voies.
Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci d'être venue. Et merci Thérèse. Merci à toi, c'est intéressant D'être venue nous raconter et puis nous donner des conseils. Voilà, t'es diplômée en philosophie, mais c'est surtout sur la partie sexologie. Voilà, sexologue et thérapeute de couple. Voilà, ça nous a été vraiment utile d'apprendre des choses. Merci beaucoup d'avoir passé le temps. Est-ce qu'on donne tes réseaux? Est-ce que tu es sur les réseaux? Oui, sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, justement, je partage pas mal de contenu. Il y a lesquels? Alors, donc sur Instagram, évidemment, sur TikTok, sur YouTube, Facebook aussi, s'il y a encore des gens sur Facebook. Je suis sur tous ces réseaux. Et alors, il y a un nouveau truc. Mes enfants m'ont dit, mais maman, ce serait trop bien que tu puisses partager tout ce que tu nous racontes au plus grand nombre. Et maintenant, ils prennent leur iPhone, ils me posent une question. Voilà, justement, est-ce que tu crois à l'amitié garçon-fille? Et en 1 minute, je dois répondre. Alors, je suis dans ma cuisine, je suis en train de monter l'escalier, je suis en train de jouer de la guitare, peu importe. Et c'est des petits contenus qui peuvent vous aider aussi à avoir des discussions avec vos enfants. Ça marche, l'amitié garçon-fille? Moi, j'y crois. C'est vrai? Il y a des petites conditions, mais j'y crois. C'est indispensable d'avoir des amitiés filles-garçons. C'est quoi les conditions? Les conditions, c'est en fait de ne pas être trop exclusif. Ça veut dire avec son meilleur ami, de ne pas tout lui raconter. Parce que si on partage trop de discussions, en fait, à un moment, on bascule vers quelque chose de trop intime. De présenter aussi l'autre. C'est-à-dire que ce ne soit pas quelque chose de caché. Et puis voilà, que l'autre aussi soit à l'aise, que ça fasse partie de la vie quotidienne. Merci en tout cas à vous tous d'avoir regardé l'émission chez vous tous les mercredis, vendredis et dimanches, 3 émissions par semaine sur notre chaîne YouTube ou documentaire d'ailleurs. Merci de vous abonner de plus en plus nombreux. Vous êtes environ 150 000 à vous abonner chaque mois en plus. Donc merci beaucoup pour tout ça. N'hésitez pas à liker la vidéo, petite cloche pour être au courant de la sortie et puis mettre un petit commentaire. Ça nous aide vachement sur l'algorithme. Et puis en podcast audio, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast. Merci d'être de plus en plus nombreux aussi. Chaque semaine, on vous voit arriver. Et ça nous fait super plaisir que vous soyez de plus en plus nombreux. Donc merci pour ça. Et on se retrouve de toute façon très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!